Bonjour à tous, bienvenue à cette communication. Prière de me faire une note pour que je puisse m'assurer que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît. Ok, parfait, merci, merci Madika, merci Pierre, merci Mia, merci Rosine, merci Isabelle. Parfait, merci Essonne. Parfait. Alors, je vous remercie de votre patience parce que je sais qu'il y en a qui s'y sont connectés il y a quelques minutes déjà. C'est parce que, en fait, cette conférence était prévue pour commencer à la demi, donc il y a une minute, mais bon, par une erreur de notre part, on le dira de cette façon, bon, on avait annoncé 20 heures sur certains supports. Voilà. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur. En tous les cas, nous nous réjouissons de vous avoir aujourd'hui. Merci de prendre le temps pour cette communication qui va porter sur les origines de la musique. Et comme son titre, comme son thème l'indique, cette communication va effectivement, essentiellement, questionner les origines objectives, en fait, de la musique. Quand je dis objectif, parce que vous devez savoir qu'il y a une théorie de la musique. Il y a la musique que chacun peut connaître. Et bon, de ce point de vue, on ne peut pas émettre de jugement, parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Par contre, il existe une théorie de la musique. Donc, quand vous faites, par exemple, musicologie, donc quand vous étudiez la musique, eh bien, il y a une manière d'amener ce sujet. C'est-à-dire, quand on parle des origines de la musique, il y a une manière d'amener ce sujet et c'est cet aspect, disons, qui va être questionné aujourd'hui. Parce que, je le dirais d'entrée, le continent noir, Kama, si vous voulez, ou l'Éthiopie, si vous voulez, est le berceau de la musique. C'est Toute la musique est africaine, toute la musique est kémite, hein. Il n'existe pas de musique qui ne soit pas kémite. Ça, c'est un fait, je le dis comme ça d'entrée, même si ça peut surprendre certaines personnes. Encore faut-il naturellement le démontrer, mais je l'annonce déjà de cette façon pour tracer un fait, pour signifier quelque chose d'important. C'est que la musique dans le monde a connu évidemment plusieurs époques, c'est certain, et aussi des virtuoses à plusieurs époques aussi. Généralement, puisque aujourd'hui le discours général sur la musique est habituellement amené par les sociétés, on va dire européennes, il y a une manière en fait d'introduire le sujet qui part évidemment de la Grèce. Et quand je dis que toute la musique est africaine, on peut donc comprendre le problème qui se pose parce qu'en réalité, on ne peut pas euh, prétendre que la musique est kémite et qu'il n'y ait pas de théorie de la musique qui émane de la pensée, de la philosophie, de la religion, ou si vous voulez, de la spiritualité des peuples kémites. Donc pour moi, ça a toujours été une préoccupation parce que par l'époque qui est la nôtre, on peut encore sentir le fait de l'influence des peuples kémites d'origine africaine, d'ascendance africaine, dans la musique mondiale. Par contre, c'est difficile, en fait, d'approcher la question d'un point de vue théorique parce que c'est encore ésotérique là où la chose se pratique, c'est-à-dire vous avez des virtuoses de la kora, par exemple, ou même du tambour, euh, qui sont des initiés en réalité et qui ne parlent pas librement de leur art quand ils en savent quelque chose, parce que ce n'est même pas dit, parce que vous savez qu'on peut naître avec un talent accumulé dans la famille depuis des millénaires, sans nécessairement avoir le souci de la théorie. Par contre, évidemment, être un virtuose à la kora, au tambour, etc. Voilà. Donc, j'ai voulu réhabiliter euh, la théorie des peuples kémites sur la musique en, voilà, en dressant une sorte de tableau. Je le dis comme ça modestement parce que il n'est pas question pour nous, évidemment, d'être grandiloquent sur ces questions, puisque j'ai dit d'entrée que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il est important de restaurer, en fait, la théorie de la musique au sein des peuples kémites pour qu'elle puisse être enseignée dans les écoles de musique. Parce que la musique est essentielle dans les sociétés humaines. On ne peut pas vivre sans musique. Ce n'est pas possible de vivre tout simplement sans musique parce que
la dimension cathartique de la musique est fondamentale pour le vivre ensemble, pour vivre en fait en réalité dans une société et pour, j'allais dire en quelque sorte, faire face à l'adversité que peut nous opposer la vie quelquefois. Voilà. Et d'ailleurs, le disant, je pense notamment aux Afro-descendants, aux peuples des Caraïbes en particulier, dont on sait l'importance de la musique dans leur parcours. Hein, parce que n'eût été la musique, ça aurait été difficile de suivre dans de telles conditions. Hein. On a souvent parlé de cela, mais je tiens quand même à souligner ce fait. Et il est important de comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette musique? Pourquoi elle a cette force? Voilà. Il est important de le comprendre. Et aujourd'hui, à travers certains éléments, je vais tenter bien modestement comme ça de vous amener à comprendre ce que les peuples kémites disent de la musique et quelle est la théorie générale de la musique à Kama, c'est-à-dire dans le monde en réalité, puisque tout ceci, naturellement, vous verrez, si on parle de la Grèce, évidemment, les Grecs ont été à l'école en Afrique. Voilà. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. On va pouvoir débuter. Je tiens à dire aussi en introduction que, naturellement, ici, c'est une ébauche, c'est un survol en fait d'un ouvrage qui est récemment paru, euh, que j'ai intitulé Le sang du griot, qui parle des origines égyptiennes de la musique, car c'est de cela qui va être question, puisque si on parle de théorie de la musique, naturellement, il faut remonter le plus loin possible dans le temps. Et pour ce qui concerne cette question, c'est encore l'Égypte pharaonique qui nous fournit les premiers éléments qui permettent de statuer sur une théorie de la musique. Cet ouvrage est actuellement disponible sur Amazon pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation, qui souhaitent en savoir plus. Aujourd'hui, je vais simplement aborder certains aspects. Je vais déjà en dire beaucoup, vous allez voir, parce que c'est réellement un domaine nouveau, j'imagine, vous le verrez pour beaucoup de personnes. Je le sais, même ceux qui sont musiciens, je pense qu'ils auront quelques surprises. Mais je n'ai pas voulu en dire trop parce que souvent, l'information peut se noyer justement dans une mer de détails. Et j'ai estimé qu'il fallait simplement vous amener à quelques orientations. Voilà. Que vous ayez le bon départ pour comprendre ce que c'est que la musique quand les kémites en parlent. Voilà. Donc, je le dis, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y aura certainement l'occasion de quelques questions, mais on ne va pas réellement insister sur certains détails parce que je vous verrai déjà de ce que j'ai à dire. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses. Et parfois, je vais être insistant sur ce qui va me paraître comme ça, a priori, important, mais sachez que c'est simplement parce que je ne souhaite pas hum, abuser votre temps, en fait, en réalité, parce que ça peut durer des heures. Vous voyez? Donc, je vais simplement aller à l'essentiel et ça nous permettra au moins de comprendre de quoi il est question dans cet ouvrage. Naturellement, lorsqu'on traite une question comme celle-ci, il faut aussi se soucier de ceux qui ont fait le travail avant nous, c'est-à-dire ceux qui se sont préoccupés des mêmes passions que nous. Et il existe en fait, à ma connaissance, deux auteurs principalement qui se sont inquiétés de cette question du point de vue kémite. Voilà, c'est-à-dire, on va dire, l'Égypte pharaonique, on peut le dire de cette façon. Le premier, c'est un Allemand, Hans Hickmann, qui a publié dans les années 40 et 50, disons, deux ouvrages. Le premier qui porte sur la trompette dans l'Égypte pharaonique. Ce sont des ouvrages relativement anciens, qui ne sont tout à fait disponibles, quoique la trompette dans l'Égypte antique a été rééditée en Suisse il y a quelques temps déjà. Donc, c'est un ouvrage que vous pouvez encore trouver relativement aisément. Et son second ouvrage, qui est en fait sa thèse en quelque sorte, c'est la musicologie pharaonique, qui est aussi un ouvrage qui a été réédité dans les années 80, qui date, je crois, de 1954, si ma mémoire est bonne. Donc, ça date déjà. Bon, mais Hickman a quand même fait un travail important, un travail intéressant, sauf que d'un point de vue allemand, bon, on peut considérer qu'il reste quelques insuffisances, mais ce n'est pas une critique, car déjà à l'époque, il a eu beaucoup de mérite que de s'intéresser à ces questions et de réhabiliter d'une certaine façon certains aspects de cette civilisation majestueuse que nous appelons la civilisation égyptienne. Et plus récemment, nous avons un auteur, un égyptologue, si je ne m'abuse, je pense qu'il est camerounais, je ne suis pas certain de cela, mais je le pense, qui s'appelle Oscar Nfouma, qui a publié un ouvrage intitulé L'harmonie du monde aux éditions Ménébu, que je pense dans les années 90, hein, si ma mémoire est bonne. Ouvrage également disponible, je pense, encore aujourd'hui. Donc, vous pouvez, pour ceux qui s'y intéressent, naturellement, consulter ces ouvrages. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'aime toujours indiquer le mérite des uns et des autres dans une question aussi complexe que celle-ci. Et il faut toujours saluer les efforts faits par les uns et les autres quand on comprend en fait les sacrifices que cela peut supposer. Parce que souvent, ça demande des heures et des heures de travail et généralement, je n'ai pas
la faiblesse de croire que je découvre comme ça. Je n'ai pas comment dire, le syndrome du découvreur. Non, nous sommes toujours dans la suite de ceux qui nous ont précédés. Il faut savoir saluer le travail, naturellement, de ceux qui nous ont précédés lorsque nous engageons un travail de recherche, puisque leur travail nous sert toujours de base, naturellement, avec l'ambition, évidemment, si on l'estime pertinent, eh bien, d'améliorer ce qui peut encore l'être. Car en réalité, lorsque, si je le dis de manière générale, lorsqu'on engage un travail de recherche, il faut toujours le faire avec le souci d'améliorer ce qui a déjà été fait. Il n'est pas question d'être un répétiteur, parce que c'est une culture aussi, par certains milieux académiques, que de se croire savant lorsqu'on répète ce que d'autres ont mieux dit même avant nous. Voilà. Une des préoccupations que personnellement j'ai souvent eues dans le domaine des humanités classiques africaines, c'est de tenter d'amener quelque chose de plus, même si, quoique modeste, hein, certes, mais il faut toujours avoir ce souci d'améliorer, hein, d'augmenter en connaissance ce qui a déjà pu être rassemblé comme information dans un sujet qui, pour nous, constitue une passion, et non simplement avoir le bénéfice d'une sorte de répétition, car en réalité, ceci devient, bon, ça peut parfois avoir des aspects d'une sorte de paresse, en quelque sorte. Voilà. Et j'estime que il n'y a pas de raison que certaines personnes à certaines époques ont pu comme ça comprendre des choses relativement complexes que nous, à notre époque, avec toute la technique à notre disposition, qu'on soit souvent toujours là à répéter des choses qui ont déjà été dites il y a des dizaines d'années. Donc, voilà. Donc, le souci réellement, naturellement, sans jugement, c'est toujours d'avoir quand même cette inquiétude d'amener quelque chose de nouveau dans une matière qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous apportons de nouveau? Et de ce point de vue, naturellement, je vais tenter modestement aujourd'hui d'amener en fait cette assemblée, c'est-à-dire vous qui nous avez fait l'honneur de suivre cette communication, va vous amener à comprendre en fait c'est ce que j'estime apporter de nouveau dans ce contexte-ci. Et naturellement, ce sera à vous, bien sûr, de juger, bien entendu. Voilà, donc je commencerai par l'étymologie, d'accord? Généralement, c'est ce qu'il faut faire quand on parle d'un sujet, il faut avoir une idée de ce que cela signifie. Naturellement, ce n'est pas une fin en soi, car puisque nous parlons français, nous allons questionner le fait d'un point de vue de langue française, qui en soi n'est pas une finalité, puisque la langue française elle-même emprunte le mot au grec. Donc, nous allons comprendre du point de vue des Grecs ensuite ce que cela signifie lorsqu'on parle de la musique. Le mot musique provient du grec moussa, lui-même dérivé de moutos, que l'on traduit ordinairement par récit, fable, création de l'esprit. Le mot musique provient du grec moussa, lui-même dérivé de moutos, qui a également donné le mot mythe en français. Quand on parle du mythe, c'est le même mot en réalité qui va donner d'une part le mot musique et de l'autre, évidemment, le mot mythe. Je le dis comme ça en passant car c'est important, même si je n'insiste pas aujourd'hui sur ce fait, il faut quand même l'avoir en perspective car les mythes sont fondamentaux dans ce contexte-ci. Bon. Le mot musique provient du grec moussa, lui-même dérivé de moutos, que l'on traduit ordinairement par récit, fable, création de l'esprit. Ce mot est égyptien, non pas grec. Ça, je le dis d'entrée et je vais le montrer. Puisqu'il apparaît en copte sous la forme mouté ou mouti pour signifier parler, chanter, entre autres. Il signifie également incantation, un ensemble de choses. Mais je me suis limité à ces premières entrées car ce sont les principales entrées, dirons-nous, dans ce contexte-ci. Donc, le mot grec, ou prétendument grec moutos, en fait, provient, je vais dire littéralement du copte, on va le dire de cette façon, mouto, enfin mouté ou mouti, qui signifie parler, chanter, et dont nous avons également la graphie. Alors, rapidement, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue aujourd'hui morte qui a émergé, disons, dans la vallée du Nil autour du IIIe siècle, donc langue relativement récente. J'ai souvent rappelé que le copte s'est un peu manifesté comme, dirions-nous, le créole en quelque sorte. Je mettrais des guillemets, puisque encore faut-il savoir réellement de quoi nous parlons lorsque nous parlons du créole. Mais je ne vais pas rentrer dans des détails qui pourraient être longs, mais simplement, en le disant, je sais que chacun a peut-être une idée déjà. Il s'est trouvé qu'à cette époque, en Égypte,
Il y avait plusieurs peuples qui avaient la nécessité de communiquer et ils ont comme ça laissé émerger une langue que nous allons appeler le copte et qui avait évidemment quelques références du point de vue de la langue parlée par les anciens Égyptiens, c'est un fait, mais également beaucoup d'influences du grec notamment et éventuellement même des langues sémitiques également. Voilà, donc c'est ça que nous appelons le copte. Mais le copte, je l'ai souvent rappelé à maintes occasions, c'est également un pas sûr quand nous questionnons les hiéroglyphes, c'est-à-dire les écritures, le corpus sacré des anciens Égyptiens. Donc, il faut toujours s'inquiéter de ce que dit le copte, parce que quelquefois, évidemment, il y a quelques pertinences qui apparaît et qui peut nous permettre de mieux comprendre finalement ce que nos ancêtres ont mis dans les hiéroglyphes, dans les graphiques qu'ils ont su produire. Et nous allons le voir aujourd'hui, notamment à travers cette introduction. Donc ici, vous avez une graphie. Elle est relativement simple. Je ne vais pas insister aujourd'hui car ce n'est pas un cours sur les hiéroglyphes, mais puisque nous traitons du sujet, je dois quand même en dire un mot. Donc le mot mouté ou mouti, alors c'est soit mouté, soit mouti, dépendamment du dialecte copte, il y en a un certain nombre, il y en a 5 ou 6. Voilà pourquoi le mot peut varier, mais c'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques, donc ce n'est pas un mot différent. Hein. Mais en tous les cas, c'est ce mot mouté qui va donner le grec moutos. Ça, c'est le point sur lequel je souhaite premièrement porter votre attention. Donc, ce n'est pas un mot grec, c'est un mot hérité de la proximité que les Grecs ont eue avec les anciens Égyptiens. D'accord? Parce que la terminaison en os, c'est une terminaison typiquement grecque. Donc, de mouté, ils en ont fait moutos. D'accord? Avec le sens de récit, fable, création de l'esprit. Quand en copte, tout au moins, on va dire mouté ou mouti pour signifier parler ou chanter. Et ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que nous avons également la graphie qui en rend compte. Et cette graphie-là, voici. Bon, vous avez la référence, vous avez les codifications, la translittération. C'est cette graphie qui est translittérée Medou par les égyptologues. Quand ils disent, par exemple, les Medou Necher, en parlant du corpus sacré des anciens Égyptiens, c'est de cela qu'ils parlent, pour signifier parler, pour signifier la parole, en fait. Parce que Necher signifie littéralement, enfin, signifie, je veux dire, c'est une translittération d'un thème qui voudrait dire divin ou Dieu, en quelque sorte. Donc, quand on dit Medou Necher, bon, c'est une convention, je pense que vous le savez, je ne vais pas insister. Et le mot tel qu'il est prononcé en copte, ce n'est pas Medou, évidemment, c'est Mouté. Et j'attire souvent l'attention des uns et des autres sur ces questions parce qu'on a pris comme ça une sorte de facilité qui consiste à répéter ce que disent des égyptologues avec l'idée que ce qu'ils disent est naturellement pertinent parce qu'on peut supposer qu'ils aient fait correctement le travail, ce qui est un fait. Mais dans l'exercice qui est le nôtre, on ne peut pas se contenter de conventions. En plus, l'égyptien pharaonique était une langue parlée par les kémites de la période pharaonique et une langue qui a des résonances encore dans des langues parlées actuellement au sud du Sahara. Donc, on ne peut pas se contenter de Medou qui ne veut absolument rien dire nulle part. Quand nous avons l'état du copte qui dit mouté ou mouti, c'est préférable, puisque ça, au moins, c'est un mot qui est réellement prononcé, qui a réellement existé. Donc, dire Medou Necher, je comprends la pertinence du fait, mais on ne peut pas s'en contenter quand on veut naturellement, on peut franchir cette sorte de plafond de verre imposé par la convention égyptologique. Notre travail, naturellement, consiste à restaurer autant que possible les corpus développés par les ancêtres de la vallée du Nil. Je le dis de cette façon, j'espère que la chose est suffisamment claire. Je ne vais pas nécessairement y revenir. Donc, le mot translittéré Medou correspond au copte mouté ou mouti, qui signifie parler, chanter. D'accord? Vous avez la référence, la source, c'est le dictionnaire de Faulkner, à la page 122. Bon. Maintenant, nous allons procéder brièvement, car je l'ai dit, ce n'est pas un cours sur les hiéroglyphes, mais puisqu'il faut clarifier les choses, nous allons appliquer une technique, on va dire cette façon, qui nous provient de la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes, que nous avons en abrégé appelé la méthode Kuma, et qui consiste à observer ce que nous appelons les homographes. Qu'est-ce que c'est que les homographes? Qu'est-ce que c'est que deux homographes, en fait? Les homographes sont des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens, avec l'idée que les mêmes signes produisent les mêmes sons. Autrement dit, les homographes témoignent de ce que nous appelons des homophones. C'est-à-dire que lorsque vous observez dans le système hiéroglyphique deux graphies qui s'écrivent de la même manière, cela veut dire que ces deux mots se prononcent de la même manière, pour le simple fait que les mêmes signes produisent les mêmes sons. Donc ici, à gauche, vous avez le thème qui nous intéresse,
le thème de la parole, le verbe parler, qui va donner naissance au mot musique. Je pense que vous avez déjà compris cela, puisque c'est de lui que provient le grec moutos, qui lui-même va donner moussa, qui va donner muse en français, et donc la musique. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons un mot relativement simple, qui est le thème du bâton, de la canne, de la baguette, d'après les dictionnaires égyptologiques. Donc, je reprends. Nous observons ici ce que nous appelons des homographes. Les homographes sont pertinents dans la démarche analytique. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent la certitude que lorsque nous observons précisément ces homographes, cela signifie que les mots se prononcent de la même façon. Ici, nous avons un thème abstrait, la parole, et un thème, on peut dire, concret, c'est-à-dire un bâton, une canne, un objet concret tout au moins. Et si vous observez la graphie, sans être long, vous avez dans la graphie ce qu'on appelle, on va dire, un trilitère. C'est une sorte de bâton ou de baguette. Bon, les égyptologues prennent ce signe pour un bâton de marche. Donc, c'est à lui seul, il assume la valeur MDW, c'est-à-dire Meudou, si on translitère en quelque sorte. Et il se répète de part et d'autre. Mais il faut savoir que le scribe, dans ce contexte-ci, fait une chose intéressante, c'est qu'il écrit à la fois phonétiquement le mot et, j'allais dire, analytiquement, en quelque sorte. Parce que je ne sais pas si vous allez comprendre la nuance, parce qu'il n'a pas la nécessité, en réalité, par exemple, dans le thème de la parole, d'introduire ce bâton. Il n'a pas cette nécessité parce que le hibou, tel qu'il paraît là, c'est déjà la lettre M, entre guillemets. Cette main qui paraît dans le thème de la parole, c'est déjà la lettre D et bien sûr, le poussin de K, il représente la lettre W. Donc, c'est quand même Meudou. Mais il rajoute ce bâton qui est le trilitère, qui assume à lui seul toutes les valeurs que je suis en train de nommer, simplement pour apporter une information complémentaire et fondamentale, et vous allez comprendre. C'est-à-dire que ce bâton, on le dira comme ça pour l'instant, tel qu'il paraît dans ce contexte, aurait pu ne pas être là, on aurait quand même lu et compris ce qui est dit. Mais s'il le rajoute, c'est bien évidemment pour indiquer au lecteur certains éléments qui vont faciliter la compréhension du thème hiéroglyphique en quelque sorte, et du point de vue de la philosophie aussi. Pour le bâton, c'est encore la même chose, on peut le dire, hormis quelques détails. Et quand je dis que ce sont de parfaits homographes, vous verrez qu'il manque un signe, en l'occurrence le poussin de Caille, mais le poussin de Caille n'est pas de nature à modifier le fait qu'il s'agisse ici d'homographes, parce que c'est encore le cas d'observer que même au niveau de la translittération, les égyptologues le comprennent parfaitement. Lorsqu'ils rajoutent le W à la fin, ils savent très bien que, en fait, en réalité, c'est le même mot. Parce que l'absence du poussin de Caille, qui en égyptien pharaonique peut représenter soit le masculin, soit le pluriel, n'est pas de nature à modifier la compréhension d'un signe. Et je le dis parce que je sais que il y en a peut-être parmi vous qui découvrent en quelque sorte l'approche analytique, quand je sais que parmi vous, il y a également des personnes qui sont déjà familières de cette démarche. Donc, mais j'insiste quand même un peu pour permettre aux uns aux autres de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez deux graphies, l'une pour signifier parole, parler, l'autre pour signifier bâton, canne, baguette. Nous avons donc, dans ce contexte, un questionnement. Le questionnement qui m'amène à observer des homographes est le suivant. Je veux savoir quel est le concept, quel est le mot au sein des langues africaines que le scribe représente lorsqu'il écrit cette graphie qu'on translittère Meudou. Voilà ma préoccupation. Okay? J'observe dans le système graphique qu'il place comme homophone le nom du bâton par rapport à ce thème. Ça veut dire que dans la langue des anciens Égyptiens, si je sais dire bâton, canne ou baguette, je sais automatiquement dire parole, parler, parce que ce sont des homographes, c'est-à-dire des homophones. J'insiste pourquoi? Parce que souvent, il faut, naturellement, lorsqu'on engage une démarche analytique, ne pas perdre de vue ce que vous êtes en train de chercher. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Parce que souvent, quand on rentre ensuite dans le vocabulaire, vous pouvez être troublé parce qu'ensuite on baigne comme ça dans une mer de mots, on ne sait plus trop comment s'en sortir, on finit par se noyer. Non, vous devez toujours garder l'œil rivé sur vos objectifs lorsque vous engagez une démarche analytique. Et vous verrez, c'est relativement simple, mais j'insiste, parce que quand on commence, parfois, on peut éprouver comme ça quelques difficultés et perdre rapidement de vue l'objet réel en fait de nos préoccupations. Donc, dans ce contexte-ci, si j'engage le questionnement du point de vue des homographes, c'est simplement pour procéder comme un mathématicien. C'est-à-dire, j'ai une inconnue, c'est le thème de la parole, le verbe parler, et j'ai un connu, si vous voulez, c'est le bâton, la canne, la baguette, parce que je sais que dans toutes les langues
subsaharienne, on sait dire bâton, on sait dire canne, on sait dire baguette. Je le sais. OK? Donc, je pars du connu pour découvrir l'inconnu. Car pour moi, pour l'instant, ce qui m'est inconnu, c'est quel est le mot dont le copte rencontre lorsqu'il dit mouté ou mouti. Quel est ce mot? Comment est-ce qu'il se décline au sein des langues africaines? Voilà la question. OK? Donc, j'espère que vous saisissez ces nuances que je tente d'apporter. Alors, maintenant, on va rapidement aux solutions parce que je l'ai dit, je ne vais pas passer beaucoup de temps à l'analyse, hein, parce que voilà, ce n'est pas nécessaire pour comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ce signe que les égyptologues prennent pour un bâton de marche, ce n'est évidemment pas un bâton de marche, c'est ce qu'on appelle un pilon en français. OK? Mais c'est un objet en bois plus généralement parce que vous verrez que le pilon échange son nom avec le nom de l'arbre, c'est-à-dire du bois en général. Je donne quelques exemples, pris notamment au sein des langues de la zone dite bantou. Par exemple, le Kikamba, qui est une langue parlée dans la région de la Tanzanie, du Kenya, où on va dire mouti pour dire le pilon. Je distingue le préfixe de classe, qui est mou, et le mot qui est ti. D'accord? Les langues bantoues, en général, ont ce qu'on appelle un préfixe de classe. OK? Et dans ce contexte, en rouge, c'est la racine qui est ti. Le mou, c'est un préfixe. Mais vous voyez que dans la graphie, le scribe en rend compte parce que ce qu'il a écrit là, c'est exactement le mot que je suis en train de prononcer, c'est-à-dire mouti. Que l'égyptologue va traduire par bâton, canne, baguette, on peut le comprendre car le pilon, c'est un bâton, c'est une canne, c'est une baguette. Dépendamment de la grosseur, de toute manière, je pense que chacun peut comprendre qu'il s'agit encore de spécialiser le mot. Mais même si on dit bâton, le pilon, c'est un bâton. Je pense que chacun le sait. Voilà. Donc, en Kikamba, par exemple, on dit mouti. C'est ce mot que le copte reprend intégralement lorsqu'il dit mouti ou mouté pour dire parler, parole. D'accord? Ce que je vous dis là est très important parce que je suis aussi en train de brosser aussi, dans ce contexte-ci, l'origine même des signes sacrés égyptiens. Même si vous ne le savez pas, sachez que c'est tout un corpus que je ne vais faire que survoler dans ce contexte-ci, car ce n'est pas le sujet principal. Mais les mots que je suis en train de prononcer en ce moment, ce sont ces mots que d'autres traduisent par medou. D'accord? Sachant que Netia veut seulement dire divin. Donc, si vous savez comment dire medou, vous savez comment on nomme ce système d'écriture. C'est évident. Bon. Donc, en Kikamba, on dit mouti, pilon. En lori, qui sont des langues bantoues usuelles, hein, on dit mouti, c'est l'arbre, mboshi, mouete. J'ai introduit les mutations phonétiques pour vous amener à une réalité aussi au sein des langues africaines, c'est qu'il faut toujours tenir compte de ce qu'on appelle les mutations phonétiques. Ce n'est pas un mot différent. Quand je dis en lori, langue parlée dans la région du Congo, mouti, pour dire arbre, et en boshi, langue parlée dans la région du Congo, mouete, pour dire arbre, sachez que c'est exactement le même mot. Et je distingue toujours le préfixe de classe de la racine, hein, ti, été, etc. C'est le même mot, c'est le nom de l'arbre, du bois, etc. OK? En Kikongo, bien sûr, c'est mouti, qui signifie arbre et beaucoup d'autres choses dans le registre du bois. OK? En Goubi, on va dire moueri pour dire arbre. Et en Pounou, au Gabon, on va dire mouiri pour dire arbre. Naturellement, j'insiste, sachez que c'est le même mot. Raison pour laquelle j'ai pris le soin de distinguer ici le préfixe de classe de la racine. La racine étant objectivement ti, mais le ti peut se réaliser le T, en quelque sorte, peut se réaliser en R. Voilà pourquoi vous avez des formes comme moueri, moueri ou mouti. Hein? C'est encore le même mot. Je vais quand même prendre le soin de m'assurer que c'est compris, car de ceci dépend en quelque sorte un peu la suite. Donc, prière, pour ceux qui ont quelques difficultés de compréhension, de lever la main et on prendra à ce moment-là la chance d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions ou apporter quelques remarques. Et soyez bref, naturellement, merci. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, bonsoir à tous. Moi, ce que j'ai compris, au fait, enfin, vous avez commencé par donner déjà l'étymologie du mot musique, au fait, qui est finalement, qui a donné Moussa, quelque chose comme ça. En copte, enfin, je ne sais pas prononcer, mais qui a donné Moussa. Et vous avez donné la graphie, au fait, qui veut dire musique en égyptien ancien. Et vous avez du coup donné un homographe. Donc, ça se prononce pareillement et ça s'écrit aussi pareillement, mais à la différence qu'il y avait le pilon
mais qui n'était pas nécessaire, enfin, qui n'était pas nécessaire de retranscrire en fait sur la deuxième graphie, il me semble, de ce que j'ai compris. Et les deux graphies en fait se prononçaient pareillement, et donc vous avez commencé à traduire ce que ça voulait dire. Et moi je suis comment dire ça, moi je suis pour nous du Gabon, donc je vois bien qu'il y a ma langue là pour nous, Mouiri, effectivement on dit Mouiri pour l'arbre, et même pour le pilon on dit Mouiti. Donc c'est le Kikongo Mouiti veut dire le pilon chez moi, et l'arbre Mouiri que vous venez de mettre là veut dire l'arbre en fait. Donc on a les deux mots pour désigner à la fois l'arbre et le pilon. Absolument. Parfait. Merci. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est effectivement cela. C'est effectivement Je vous cela, en parce prie. que souvent, le pilon échange son nom avec l'arbre. C'est ce que j'ai dit à l'introduction. C'est pour ça qu'on sait que c'est un pilon qui est représenté ici et pas un bâton de marche ni une simple baguette, en fait, parce que donner cette baguette à un vieillard, il aurait du mal à se déplacer. Évidemment, on voit bien qu'il n'y a pas. Voilà. Voilà, c'est un pilon. C'est un pilon qui est représenté là. D'accord, parfait. Donc, merci à ceux qui ont naturellement pris la parole. Ceci permet de mettre d'ajouter enfin, à peu près une forme d'information pour que les uns et les autres aient quand même soient à peu près à jour de ce point de vue-là. J'imagine que ici, ce n'est pas encore très compliqué. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir apporté ces éclairages. Donc, ce que je disais en termes peut-être compliqués, c'est tout simple. Quant au fond, il s'agit simplement d'indiquer que sur cet acétate que vous avez à l'image, vous avez le nom de l'arbre du pilan, parce que j'ai dit d'introduction que le pilan échange son nom avec l'arbre. C'est le même mot, c'est la même racine qui est ti. D'accord? On va dire mouti, pilan, mouti, arbre, etc. Mouete, amboshi, kikongo mouti, punu, muiri. Et je tiens à dire d'ailleurs que le kikongo, quand on dit kikongo, c'est une famille hein, en soi. Hein. Le Kikongo a beaucoup de dérivés, énormément de dérivés dans la région des Grands Lacs. Mais on dit généralement Kikongo parce que disons, c'est le grand groupe en quelque sorte. Donc le Punu d'ailleurs, je pense que on l'a souvent évoqué, fait partie même de la famille du Kikongo. Si on veut être enfin, un peu plus précis sur ces questions. Voilà. Donc c'est cela. Donc c'est le même mot. Hein, j'insiste encore une fois parce que vous verrez pourquoi nous parlons la même langue. Parce que quand je dis de cette façon, je n'ai pas encore parlé des langues soudanaises. Mais vous savez que dans le cadre de l'école des scribes, nous avons choisi de manière délibérée de travailler sous la tutelle de ce que nous avons appelé le paradigme mandingue. Parce que les peuples mandingues ont une proximité beaucoup plus immédiate, si je puis dire, beaucoup plus évidente en quelque sorte avec les ancêtres de la vallée du Nil. Voilà pourquoi je débute de cette façon pour dire que tout le monde est concerné, mais quand vient le temps de l'étude, il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés pour expliquer mieux. Hein, ce n'est qu'une question d'opportunité parce que le travail, c'est quand même mieux fait avec les peuples soudanais par rapport à leur corpus générique, leur mythe, etc., plutôt que dans la zone bantou où nos chercheurs sont encore occupés à questionner Hegel, Kant, ce genre de choses, quand il faut, et peut-être un jour, finalement, se pencher aussi sur nos corpus pour montrer en quelque sorte ce que cette Afrique des Grands Lacs a aussi de spécifiques qui puissent évidemment nous connecter avec les peuples soudanais et naturellement avec l'Égypte pharaonique. Voilà. Donc, c'est une critique, cette fois, que j'assume parce que je sais que beaucoup de chercheurs se pensent savants lorsqu'ils citent Descartes. Et évidemment, moi, ça ne m'impressionne pas, évidemment. J'aime mieux qu'on cite Ogoté-Mili parce que je vois, moi, Ogoté-Mili dans sa dimension de savant. Descartes ne m'a pas vraiment convaincu. Hein, quand il parle de la raison, et qu'il détache de ce qu'il appelle l'émotion, vous allez comprendre à travers cette communication que l'émotion, c'est ça l'intelligence. Parce que la vibration, c'est l'intelligence. D'ailleurs, ça ne prendra pas de temps pour le comprendre. Voilà. Donc, ici, j'adjoins donc à cette solution les mots qui nous viennent du Soudan occidental. Je le fais de cette façon parce que je voulais d'abord signifier la racine pour dire pilon ou arbre. Parce que c'est à partir de cette racine que vous allez comprendre que les peuples soudanais utilisent le même mot, ok, pour désigner l'arbre. Et c'est en cela qu'on peut dire que nous parlons la même langue. Il s'agit simplement d'être attentif. Parce que souvent, certains linguistes vont estimer que les langues soudanaises sont différentes des langues prétendument bantoues. D'accord? Quand bien même on sait aujourd'hui que ces langues font partie d'une seule et même famille, qui est la famille dite Niger-Congo, ou si vous voulez, soudano-bantou. D'accord? Donc, par exemple, quand je dis en Punu, Mouiri pour dire l'arbre, et en Malinké, je dis Yiri pour dire l'arbre, sachez que c'est exactement le même mot. La seule différence qu'il y a, c'est que les langues bantoues utilisent ce qu'on appelle un préfixe
de classe qui est parfois présent, mais intégré au mot dans les langues soudanaises et parfois totalement absent. Donc, j'espère que vous saisissez cette nuance. Donc, quand je dis Ampunu, qui est une langue du Gabon, Mwiri, pour dire l'arbre, et Amalenke, qui est une langue soudanaise que chacun connaît, je dis Yiri, pour dire l'arbre. Je suis en train de nommer exactement le même objet et je suis en train de prononcer exactement le même mot. C'est la raison pour laquelle cette graphie que vous voyez ici, en malinké, va se lire Yiri, quoique on ait le hibou qui représente le M, etc. Vous voyez que quand on est dans la langue parlée, il y a quelques nuances qui interviennent qui permettent de comprendre pourquoi on peut assumer le fait que cette graphie, quoi qu'elle paraisse de cette manière, va se lire en malinké Yiri. En soninké, yiti ou yité pour dire arbre. Pourquoi? Parce qu'en boshi, la racine, c'est été pour dire l'arbre. D'accord? Donc, le soninké ne retient que la racine pour le nom de l'arbre. C'est son nom. D'accord? En bambara, on peut dire djiri ou yiri. Parce que le bambara et le malinké, vous le savez, c'est la même langue. En mao, qui est une langue soudanaise, évidemment, langue mandingue, on va dire yi ou yiri, parce qu'il y a parfois la chute du R. D'accord? En mandinka, on parlait en Sénégambie, on dit yiri, c'est l'arbre. Et en dafing, on dit yi pour dire l'arbre. Ici aussi, je prendrai le soin, puisque ça peut être un peu perçu comme complexe, quand je pense que ça ne l'est pas tout à fait, mais je vais quand même prendre 1 ou 2 minutes, disons 1 minute, peut-être un peu moins, 30 secondes, pour m'assurer que vous comprenez ce que je dis. S'il y a quelques préoccupations que ce soit par rapport à ce que je suis en train de dire, quelques incompréhensions que ce soit, prière, s'il vous plaît, de lever la main. Je prendrai le soin de clarifier les choses si elles ne sont pas suffisamment claires. Merci. La conclusion, elle est logique, je l'ai déjà annoncée, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de dire que la conclusion logique, c'est que c'est bien, il s'agit bien de ce qu'on appelle des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon. Quand en lori, je dis mouti, arbre, en cop, je dis mouti, parler, chanter. Donc, c'est clair que nous sommes ici dans un système de langue subsaharienne. Il n'y a que les langues subsahariennes qui font ce genre de connexion-là. Les langues sémitiques ne font pas ça. D'accord? Donc, c'est bien important parce que nous sommes aussi dans une démarche de restauration parce qu'il y a encore des gens qui prennent l'Égypte pharaonique pour une civilisation sémitique. Il y en a encore qui font des traités sur l'Égyptien pharaonique en y introduisant une perspective chamito-sémitique, je ne sais quoi. Donc, il faut bien comprendre que le double intérêt de cette démarche consiste dans un premier temps d'élaborer une méthodologie qui puisse être partagée, car si on est intelligent, on comprend, ça c'est clair, et les deux, de montrer en quoi cette civilisation est typiquement kémite, c'est-à-dire typiquement subsaharienne, typiquement soudanaise. Parce que ça aussi, c'est une victoire qu'il faut savoir consolider, parce que Cheikh Anta Diop n'a pas vécu pour rien. Donc, il faut bien savoir qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'intellectualisme pour en faire. Je veux dire, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de restaurer, de réhabiliter la civilisation égyptienne dans ses perspectives, car c'est celle-là qui va nous permettre, qui va nous servir de socle dans les prétentions de renaissance qui sont les nôtres. On ne peut pas faire autrement. Parce que l'Égypte pharaonique témoigne de l'unité culturelle des peuples kémites. Et cette unité culturelle est mise à mal par les relents, enfin tout au moins ce qui reste de ce qu'on a appelé la colonisation, l'esclavage, ce genre de choses. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes un seul peuple. Et pour le démontrer, l'Égyptien pharaonique le fait avec éclat. Voilà pourquoi il faut, de ce point de vue, quand même avoir une démarche méthodologique pour savoir ce que nous faisons. Voilà. Donc, si ce que j'ai dit est clair, la chose, c'est donc une égalité. Donc, ce que j'annonçais est vérifié dans les faits. Donc, quand je dis que l'égyptien pharaonique est une langue subsaharienne, apparentée aux langues actuellement parlées en Afrique au sud du Sahara, ce ne sont pas c'est pas un vœu pieux, ça se démontre dans les faits. Parce qu'ici, je suis en train de traiter du thème de la parole. Aucune langue sémitique n'a le mot mouté ou mouti pour rendre compte de cette idée. Aucune. D'accord? Parce qu'il y a des dictionnaires qui existent. Je pense par exemple à Werner Wichil qui en 1983 a publié un dictionnaire étymologique de la langue copte. Au chapitre mouté, il ne trouve rien parce que lui, il avait la perspective qu'il s'agissait d'une langue sémitique. Comment c'est une langue sémitique et que le mot pour dire parler n'existe pas dans la langue sémitique? C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une civilisation à relance sémitique. Ça, c'est clair. Et vous verrez donc comment la chose s'interprète maintenant au sein des langues kémites, au sein des langues subsahariennes. Okay? Et n'oubliez pas que le sujet, c'est quand même la musique. Mais puisque nous sommes en train, dans cette première partie, de découvrir d'où vient le mot musique en finalité, eh bien, on a déjà compris qu'il y a une relation privilégiée avec les hiéroglyphes. Bon. Je vais dire ceci rapidement, je n'insisterai pas, parce que ça, c'est un aspect un peu plus technique, mais je le dis parce que je dois le faire, sinon vous n'allez pas avoir un schéma général quand même assez cohérent.
Voici le groupe hiéroglyphique qui rend compte de la notion d'image, de forme, de signe, de hiéroglyphe en égyptien pharaonique. Donc, il y a le mot translittéré medou pour signifier parole, c'est un fait. Et il y a un hiéroglyphe, un groupe hiéroglyphique, c'est-à-dire une graphie, celle-ci, pour signifier le hiéroglyphe distingué, hein, le signe lui-même. Ce signe-ci, cette graphie se lit ti, d'accord? Même dans la translittération, parfois on translittère tit, mais le T final ne se lit pas, vous le savez, c'est la terminaison pour la forme féminine. Donc le mot c'est ti, qui est le nom, si vous entendez bien ce que je dis, qui est le nom du pilon, qui est le nom de l'arbre dans les langues subsahariennes, puisque j'ai dit que ti, c'est quoi? Ti, c'est l'arbre. Mou, c'est quoi? C'est le préfixe de classe. Quand je dis mouti, hein? Mouti, le mot pour dire arbre, c'est ti. Et c'est ce mot que le scribe distingue pour signifier le signe. Pourquoi? Je vais maintenant lire le texte. Chez les Bambara Malinké, les signes sacrés au pluriel sont appelés tiou, au singulier ti. D'accord? On dit mantiu, mantiu pour dire les signes divins ou les signes du Seigneur, parce que Ma, c'est Mangala, c'est-à-dire Amma, le Dieu suprême de toute l'Afrique. Donc, quand on parle des signes divins, on dit mantiu. C'est ça que les égyptologues traduisent par Medou Netcher. Ça se lit mantiu, les signes divins. Ça, c'est ce qui existe dans la vraie vie. D'accord? J'insiste parce que bon, quand on dit mantiu, par exemple en Malinké ou en Bambara, on dit les signes divins. Il y en a 266. Ce sont les principaux signes. Je vais peut-être en parler rapidement. D'accord? Mais je vais donc lire ce texte. Les tiou, terme Bambara, c'est une catégorie de signes. Alors, c'est un texte de Philippe Jesper. Il a publié un article il y a quelques années, les signes graphiques Minyanka. Les Minyanka, c'est les Sénoufos. Les Sénoufos qui vivent au Mali. Mais ce sont des Sénoufos. On les appelle les Minyanka. OK? Ils utilisent exactement ce mot, ti au singulier, ti au pluriel, mais c'est un mot Bambara Malinké, okay, pour signifier les signes sacrés. Et voici ce qu'il dit. C'est une catégorie de signes étroitement associée aux signes de la création de Clé. Clé, c'est le nom du soleil, c'est le nom de Dieu dans le système soudanais. On dit Clé, c'est le soleil. C'est aussi le nom de Dieu, entre guillemets, si on parle français. Mais je l'ai souvent dit à d'autres occasions que c'était Horus, en fait. C'est celui qu'on appelle Horus, si vous voulez. En égyptologie, c'est la racine. Enfin bref, ça c'est un détail, mais on aura peut-être le temps d'y revenir. C'est une catégorie de signes étroitement associée aux signes de la création de Clé, c'est-à-dire Dieu, dont les mythes nous disent qu'ils se sont décollés de la matrice céleste avant de tomber en tourbillonnant vers la terre. D'où le sens de Ti, car Ti signifie littéralement éclat. Ti, éclat. Pourquoi? Je dois quand même vous le dire. Parce que, à l'origine des temps, les peuples soudanais, les peuples kémites perçoivent le héros culturel comme ayant été démembré. Et ce héros culturel est toujours dans la formulation d'une forme de l'idée de graine, mais si vous voulez d'atome, pour parler un langage que peut-être vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle du fonio, qu'on appelle Kise Uzi, c'est-à-dire la plus petite des choses, qui a donc explosé dans les premiers temps, on parle exactement du héros culturel, parce que le fonio est dans la perspective du Nomo, qui est le héros culturel des peuples soudanais. Il peut prendre plusieurs noms, on l'appellera Pharaon ailleurs, mais enfin, les Dogons l'appellent Nomo. D'accord? Donc, l'éclat. Cet éclat, c'est des morceaux du corps du héros. C'est-à-dire, ce sont ces éclats-là qui font ce qu'on appelle les signes. Parce que ti signifie aussi signe, bien sûr, mais aussi éclat. D'accord? Et c'est un mot d'ailleurs qui est polysémique, comme vous pouvez vous en rendre compte, et qui mène à plusieurs conséquences. Mais le temps va nous manquer, donc je vais simplement dire les choses de cette façon pour que vous ayez au moins la perspective des choses. Parce que je vais progressivement quitter le relief des hiéroglyphes pour maintenant rentrer un peu plus dans le détail concernant la musique à proprement parler. Mais vous devez savoir l'origine. L'origine, évidemment, c'est ce corpus que je suis en train de décrire avec ces mythes et avec une manière d'amener le discours. Donc, ti, singulier, tiou, c'est le pluriel, c'est le nom de l'arbre. Voilà pourquoi, depuis tout à l'heure, le scribe insiste pour mettre le pilon, toutes ces choses-là. Vous devez savoir que entre soi-disant Medou et cette graphie, le registre est le même. Les égyptologues ne font pas toujours cette connexion parce qu'ils voient ici, ils lisent tit. Ailleurs, ils vont lire medou, mais ils ne comprennent pas que. Quand je dis ti, je suis en train de dire l'arbre ou le pilon qui est représenté maintenant dans le système générique pour dire les paroles divines. Et en fait, c'est toujours le même registre en réalité. Je ne quitte pas l'idée initiale amenée par le scribe en réalité. Donc, c'est important de l'avoir quand même à l'esprit. Les tiou, c'est une catégorie de signes étroitement associée aux signes de la création de Clé, c'est-à-dire Dieu, dont les mythes nous disent qu'ils se sont décollés
de la matrice céleste avant de tomber en tourbillonnant vers la terre, d'où le sens de ti qui signifie éclat. Chaque être, chaque chose a son ti, c'est-à-dire son signe, qui les représente au stade de leur formation originaire dans la matrice céleste. Et c'est pourquoi les Minyanka disent que les tiou, c'est-à-dire les signes, sont l'âme du pouvoir de toute chose. Ça, c'était un discours général, si vous voulez, et puis philosophique, qui nécessiterait des thèses et des thèses pour n'en plus finir. Mais je voulais quand même amener cette perspective, car vous devez savoir ce que c'est que... Quand on parle hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est? Mantiu, les signes divins. Voilà. OK, donc si ceci est clair, j'avance. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les corpus Malinké Bambara. Les 266 Tiouba, qu'est-ce que c'est que les Tiouba? Ce sont les grands signes. Il y en a 266, OK? Et qui sont connus, et qui sont enregistrés, on les connaît. Ce sont les hiéroglyphes, d'accord? Je dois vous le dire, parce que en le disant, vous pouvez encore imaginer qu'il y a une distance. Parce que quand vous les verrez, si un jour vous avez cette opportunité, vous verrez qu'ils ne ressemblent pas tout à fait aux hiéroglyphes tels qu'ils paraissent dans les bas-reliefs égyptiens, mais c'est parce qu'on a simplifié, puisque les migrations ont fait qu'on a gardé la connaissance de la chose, mais on a simplifié les signes. Et ils existent. Il y en a 266. Tiouba, c'est-à-dire les grands signes. De bas qui signifie grand et signe, c'est tiou au pluriel. Ou signes fondamentaux du komo. Le komo, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre initiatique principal des Malinké Bambara, masculin. D'accord? Ils sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu, c'est-à-dire de Mangala ou Amma, si vous voulez. Et je rappelle que 266, c'est 14, c'est-à-dire 5. C'est comme ça qu'on simplifie en fait la numération dans les systèmes soudanais. Donc, quand je dis 14, c'est les 14 morceaux du corps d'Osiris, vous devez le savoir, qui se déclinent en 5. Voilà pourquoi on dit que le nomo a été démembré en 5 morceaux. Quand on dit 5, on dit 14. C'est la même chose. Donc, quand les Dogons disent que le nomo a été démembré en 5 morceaux et les Égyptiens, d'après Plutarque, utilisent le chiffre 14, on dit exactement la même chose. Mais les signes, c'est les morceaux du corps d'Osiris. Voilà la première perspective à laquelle vous devez parvenir, parce que vous ne pouvez pas comprendre la musique si vous ne comprenez pas le nomo. Vous ne pouvez pas comprendre la musique. La théorie sur la musique repose fondamentalement sur le héros culturel. Donc, vous devez toujours passer par lui. Voilà pourquoi on fait les dévotions avant une quelconque pratique musicale. OK? Bon. Donc, je dis les 266 tiouba, les grands signes ou signes fondamentaux du komo, qui sont connus, sont considérés comme étant issus de la pensée, j'insiste, étant issus de la pensée de Dieu. Pourquoi j'ai introduit ce thème? C'est pour vous expliquer mieux maintenant ce que ça veut dire parler dans le système hiéroglyphique. Bon. Je dis ceci. En Bambara, qui est une langue que chacun connaît, on va donc dire Yiri pour dire l'arbre. En Bambara, on va dire Yiri pour dire esprit, pensée, intellect, qui est un concept. Voilà ce que cache l'arbre en question, d'accord? Et en Bambara, de Yiri, on fait Miri, c'est le même mot en réalité, pour dire penser, réfléchir, idée, réflexion. C'est ça, c'est ce concept-ci que traduit Meudou, si vous voulez, en perspective, l'idée de parler de parole, d'incantation, d'accord? C'est ça le concept qu'il y a derrière l'image de ce fameux pilon que vous voyez, c'est Miri. On dit, au sein de Yere Yereli était l'esprit, Miri. Dans l'esprit, le faire, Wali. Dans le faire, la venue des choses, Nali. Dans cette dernière, le départ des choses, Tali. Ces 4 termes définissaient également les 4 éléments fondamentaux de la création, respectivement air, terre, feu et eau, air et feu étant mâle, terre et eau étant femelle. Le miri était aussi l'œuf du monde dans lequel était enfermée la nature. D'accord? Donc, le mot miri signifie esprit, signifie pensée, signifie intellect et renvoie aussi à ce que nous appelons Adunotal, c'est-à-dire l'œuf du monde. OK? Voilà la perspective dans laquelle nous nous situons lorsque nous parlons de la musique. Maintenant, je vais vous expliquer dans le détail ensuite pourquoi. Mais vous devez comprendre ce que fait ce pilon au départ. Qu'est-ce qu'il fait dans le système hiéroglyphique? Il sollicite les mots de l'arbre, qui est un objet que chacun connaît, Yiri. D'accord? Bon. Mais celui qui parle une langue soudanaise sait que quand je dis Yiri, c'est un homophone pour Yiri qui signifie esprit, intellect, pensée. D'ailleurs, je le dis comme ça en passant, mais je reviendrai d'ailleurs. En bassin, on utilise le même mot, on dit Yi.
C'est le nom de l'arbre tout à l'heure, vous l'avez vu. On dit yi pour dire la connaissance. La connaissance, le savoir, c'est ça. Okay, voilà pourquoi vous allez trouver tot en permanence associé à la musique. On ne comprend pas toujours pourquoi. Et je le dis d'ailleurs d'une certaine façon également, parce que quand je dis, par exemple, Mwiri, en Pounou, on l'a vu, sachez que c'est le nom de la lune. C'est Mwiri dans les langues bantoues, c'est la lune. Okay? Parce que c'est la lune qui est la muse, c'est elle qui inspire les musiciens. C'est elle la divinité qui gouverne la musique. Voilà pourquoi en Égypte, vous verrez Isis ayant des proximités avec les musiciens. Vous verrez Hathor ayant des proximités avec les musiciens. C'est la lune. Et Thoth, évidemment, c'est une divinité lunaire, je pense que vous le savez. Parce que c'est la lune qui gouverne l'idée intelligence, l'idée sagesse. Okay? Bon. Donc, en Bambara, on dit Yiri, arbre. Yiri, esprit, pensée, intellect, duquel on forme Miri pour dire la pensée, l'idée réfléchir, idée, réflexion. Donc, on dit, ici, c'est un texte que je reprends de Germaine Dieterlen, au sein de Yere Yereli. Maintenant, je ne l'ai même pas dit, parce que tout à l'heure, Émilie a parlé, elle a dit que l'arbre était associé à la vibration. Elle a 100 000 fois raison. Parce que, qu'est-ce que c'est que Yere Yereli là? Yere Yere, en Bambara, signifie trembler. C'est la vibration des origines, c'est ce qu'on dit. Donc, on dit Yere Yere ou Yiri Yiri pour dire la vibration des origines, d'où l'idée de musique. Parce que, évidemment, la musique est associée à la vibration. D'accord? Donc, pour signifier la prise de conscience du démiurge avant qu'il ne surgisse de l'œuf primordial, c'est-à-dire le placenta primordial qu'on peut appeler le Nun si vous voulez, sa prise de conscience s'est faite par le mouvement d'un tremblement, c'est-à-dire une vibration. Et la vibration, je l'ai dit, c'est l'intelligence. C'est pour ça que quand vous entendez une parole, bon, je sais qu'il y en a certains Sénégalais souvent qui ne comprennent pas la critique qu'on peut faire vis-à-vis de Senghor. Quand Senghor dit que la raison est hélène et l'émotion est nègre, bon, il pense peut-être bien dire pour plaire aux puissants du moment, mais il n'y a pas d'intelligence sans émotion. Ça n'existe pas. D'accord? La danse, la musique, la vibration, c'est la manifestation de l'intelligence. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué à comprendre. L'univers a été créé par le verbe, par la parole. Qu'est-ce que c'est que le verbe? Le verbe, c'est la vibration. D'accord? Donc, l'organisation que nous prétendons appeler raison, parce que souvent on dit que on prétend que la raison est froide, parce que les gens veulent faire du mal, donc ils justifient leur mal comme ils peuvent. Hein? La raison est froide, l'émotion, c'est une faiblesse. Non. Si vous n'avez pas d'émotion, vous ne pouvez pas être intelligent. C'est une connexion immédiate. C'est-à-dire que pour être intelligent, il faut vibrer. C'est pour cette raison que les peuples kémites logent l'intelligence, la sagesse dans le cœur et non dans le cerveau, même si vous le verrez tout à l'heure, le cerveau a une importance, une certaine importance, on va dire de cette façon. Mais pour les peuples kémites, le siège de l'intelligence, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le seul organe qui vibre. C'est une logique implacable. C'est-à-dire que, je prends souvent l'exemple courant d'ailleurs que certains connaissent ici, si vous prenez du sable et que vous le versez sur des baffes, vous allumez, vous faites de la musique, et vous verrez des formes géométriques automatiquement se produire. Quelle que soit la musique qui est en train de jouer, cette musique, c'est une parole. Donc, cette parole va dire au sable, prends cette forme, et la forme va se décrire d'elle-même. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Quand on dit que Dieu est intelligent, c'est parce qu'il a organisé l'univers avec sa parole. La parole, c'est la vibration qu'on appelle yere yere. D'accord? Voilà pourquoi, quand les Bambara disent yere, et d'ailleurs, pour les stagiaires qui sont avec nous, ils le savent. Yere en Bambara signifie aussi soi-même, hein, auto, l'auto-genèse. Par exemple, quand je dis à Nyerenana, hein, elle est venue ou il est venu de lui-même. Nyerenana, je suis venu de moi-même. C'est ce que dit Atoum lorsqu'il sort du Noun. Il utilise le mot même, Yere, pour dire je suis venu de moi-même. Parce que c'est le principe de l'intelligence, le principe de la vibration. Donc, ça c'est la base. Voilà pourquoi vous verrez toujours un arbre. Par exemple, dans le mythe des Minyanka, lorsqu'il raconte l'origine des signes, c'est un arbre qui a été brisé. C'est un arbre qui a été brisé par clé et que le kalao, dont le kalao a rassemblé les débris. Le kalao, là, c'est Thoth. Évidemment, si vous savez ce que c'est qu'un kalao, je n'ai pas voulu vraiment insister sur ces aspects, mais c'est un animal qui s'apparente à l'ibis parce qu'il porte le même nom que l'ibis. D'accord? Donc, il fallait déjà, de mon point de vue, atteindre cette première conséquence. Donc, la musique, ce n'est pas un amusement. On ne fait pas de la musique pour s'amuser. Il faut avoir une théorie. Il faut comprendre ce que c'est que la musique. Et la musique ne te détache pas de l'intelligence. Absolument pas. Parce que ceux qui font de la musique sont par nature fondamentalement intelligents puisqu'ils sont les maîtres de la vibration. La vibration, c'est l'intelligence. Il n'y a pas d'autre façon de concevoir la chose. Il ne faut jamais faire l'erreur de détacher la raison, prétendument, de l'émotion, c'est-à-dire de la vibration. D'accord? C'est fondamental parce que ça, c'est une équation qui est fausse. C'est une perspective, c'est un paradigme qui est faux. Parce qu'on a souvent complexé les peuples
kémites, parce qu'ils aiment la musique, ils aiment un ensemble de faits relatifs précisément à la vibration, et on croit toujours y voir une sorte de langueur. Voilà. Quand dans les faits, ce n'est absolument pas cela. Dans les faits, nous parlons précisément de la manifestation de la vibration, évidemment. Donc, il faut réhabiliter aussi cette manière de percevoir les choses. C'est fondamental, parce que beaucoup de gens ont des idées fausses sur la musique, en fait. OK? Bon. Au sein de Yere Yereli était l'esprit. Miri, dans l'esprit, le faire. Wali, dans le faire, la venue des choses. Nali, dans cette dernière, le départ des choses. Tali. Tali, c'est aussi le nom secret de 5, soit dit en passant. Ces 4 termes définissaient également les 4 éléments fondamentaux de la création, respectivement l'air, la terre, le feu et l'eau. Air et feu étant mâle, terre et eau étant femelle. Le Miri était aussi l'œuf du monde dans lequel était enfermée la nature. Donc, c'est la chute dans laquelle moi, je souhaite vous contenir. Vous devez savoir, en fait, que nous allons parler de l'œuf du monde, en fait, à partir d'ici. Maintenant, je donne donc ces exemples. Comme j'ai dit, j'allais faire quelques va-et-vient simplement pour signifier que nous sommes dans le même registre. En Bassa, par exemple, on dit yi pour dire savoir, connaissance, sagesse, science, intelligence. C'est le nom de l'arbre. On dit par exemple mangenunu agweyi, c'est-à-dire cet enfant est intelligent. Hein? On dit maï pour dire la connaissance. C'est aussi le nom de l'eau qui est le témoin de la vibration. Parce que dans la langue bantou, maï, c'est l'eau. D'accord? En Chiluba, on va dire diyi pour dire l'œuf, parce qu'on parle également de l'œuf primordial. On va dire diyi, pluriel mei pour dire la voix, la parole, l'ordre, la loi divine. L'ordre. C'est ça qu'on appelle maat. Quand je dis, par exemple, en Chiluba, mei pour dire la voix, la parole, l'ordre, et que le copte dit mei pour dire la vérité. Même en Bassa, on dit mei pour dire la vérité. C'est comme ça qu'on rend compte de l'idée de maat. C'est ça, maat. C'est ça, là, maat. D'accord? L'intelligence, ce genre de choses. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est l'équilibre, l'harmonie des choses. L'ordre, en réalité. Et voilà pourquoi Maat devient donc la parèdre, c'est-à-dire l'épouse de Thoth dans le système cosmogonique des anciens Égyptiens. Parce que évidemment, ils partagent par évidence une proximité. Donc c'est cela. OK? Bon. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le cryptotype culturel, vraiment parce que les développements ici sont très importants. Je dois vous le dire. Je ne fais que survoler ici parce que le temps va manquer. Mais sachez que ici, là, nous sommes dans quelque chose d'extrêmement riche en conclusion. Extrêmement riche en conclusion. Voilà. Sauf que bon, le temps peut nous manquer pour parvenir également à tout voir comme ça. Ce serait difficile dans le temps que nous avons souhaité consacrer à cet exercice. Voilà. Donc maintenant, la musique et le nombre. Je vais en parler un peu, puisque ici, nous allons parler donc de la théorie. Et c'est ce qui manque au peuple kémite, parce que quand on fait musicologie, on va commencer le discours avec Pythagore. On va vous dire que c'est Pythagore qui a introduit l'idée selon laquelle les nombres sont liés à la musique. Et naturellement, quand je vous dis que toute la musique est sortie donc du continent noir, il faut savoir l'amener de manière tout à fait simple en vertu de ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. OK, donc, alors, le sujet que nous allons survoler maintenant, bien sûr, c'est, je l'ai dit, la musique et le nombre. Et c'est fondamental. Déjà, on a quelques éléments qui permettent de rattacher la musique à l'intelligence. Bon, même si on peut déjà avoir en perspective donc, la relation avec les mathématiques, ce genre de choses, etc., encore faut-il savoir vraiment l'illustrer. C'est ce que je vais tenter de faire maintenant. OK? Je vais commencer par l'histoire générale qui est racontée. Okay? L'histoire qu'on fait jusqu'ici de la musique et ses origines donne à cet art d'avoir connu de nombreuses perspectives grâce à Pythagore, réformateur, religieux, réel ou mythique, hein, parce qu'on ne sait pas tout à fait s'il a existé, mais enfin, ce n'est pas un problème. On peut considérer qu'il existait ou pas, ça ne change pas grand-chose. Qui aurait vécu vers 580 avant l'ère actuelle. On raconte que Pythagore fut celui qui, le premier, associa la musique au nombre et rendit l'idée selon laquelle deux sons joués simultanément ou l'un après l'autre donnent une suite basée sur des lois mathématiques. Les découvertes de Pythagore ne commencent réellement à être enregistrées qu'à partir de son voyage en Égypte. Jean Blic, son biographe, raconte qu'il voyagea vers tous les prêtres, profitant, s'instruisant de la sagesse que chacun possédait. Clément d'Alexandrie dit dans les textes qu'il a su produire que Pythagore a dû se faire circoncire pour pénétrer dans les Atitans, c'est-à-dire les temples, et apprendre la philosophie secrète des anciens Égyptiens. Clément d'Alexandrie dit que Pythagore a dû se faire circoncire pour pénétrer dans les Atitans et apprendre la philosophie secrète des anciens Égyptiens. Plutarque ajoute que Pythagore a eu comme maître égyptien un certain Eunuphis d'Héliopolis,
qui est un nom égyptien grécisé. Et Théophile Obenga, enfin, nous rappelle les conditions dans lesquelles le voyage du natif de Samos, c'est-à-dire Pythagore, puisqu'on dit Pythagore de Samos, dans lesquelles le voyage du natif de Pythagore vers l'Égypte a eu lieu. Obenga écrit: Pythagore a donc séjourné en Égypte pendant 22 ans, c'est-à-dire de 558 à 536, sous le règne du pharaon Amasis, qui reçut des lettres de Polycrate recommandant l'élève Pythagore auprès des prêtres, savants et initiés de la vallée du Nil. Naturellement, à cette époque, c'était déjà la basse époque. Et quand on parle de 558, la civilisation égyptienne avait déjà périclité depuis très longtemps. C'était des lambeaux comme ça qui demeuraient, mais réellement, elle n'était plus à son meilleur. Mais c'est à ce moment-là que Pythagore va donc bénéficier en fait de quelques connaissances qui vont permettre aux uns aux autres ensuite de prétendre qu'il aurait le premier théorisé sur une relation entre le nombre et la musique. Bon. Et on dit ceci: Théon de Smyrne affirme que la musique obtint une articulation cosmogonique grâce aux natifs de Samos. D'accord? Théon de Smyrne, il affirme que la musique obtint une articulation cosmogonique grâce à Pythagore. Cette affirmation repose sur une légende. Pythagore, se promenant aux abords d'une forge, fut intrigué par le son des marteaux qui frappaient une enclume. Il y discerna, dit-on, les mêmes consonances que celles que pouvait produire une lyre. Cette intuition le conduit à une découverte. Les sons musicaux sont gouvernés par les nombres. Guido d'Arezzo, un moine bénédictin du XIe siècle à qui l'on doit le système de notation musicale encore en vigueur de nos jours, raconte la même histoire. Il dit: un certain Pythagore, grand philosophe, arriva à un atelier où l'on frappait sur une enclume à l'aide de 5 marteaux. Étonné de l'agréable harmonie qu'il produisait, notre philosophe s'approcha et, croyant tout d'abord que la qualité du son et de l'harmonie résidait dans les différentes mains, il interchargea les marteaux. Cela fait, chaque marteau conservait le son qui lui était propre. Après en avoir retiré un qui était dissonant, écoutez bien, cette histoire, ce n'est pas en vain, parce qu'elle cache une réalité que je vais exposer ensuite. Cela fait, chaque marteau conservait le son qui lui était propre. Après en avoir retiré un qui était dissonant, il pesa les autres et, chose admirable, par la grâce de Dieu, le premier pesait 12, le second 9, le troisième 8, le quatrième 6, de je ne sais quelle unité de poids. Il connut ainsi que la science de la musique résidait dans la proportion et le rapport des nombres. Voilà le mythe qui introduit cette relation, donc la théorie, si vous voulez, de la musique. D'accord? Cette relation que les Grecs vont donc établir comme ça entre la musique et le nombre. D'abord, je dis ceci: les 4 marteaux, car il y en avait 5 au départ, on en a retiré un qui était dissonant. Ce n'est pas pour rien. C'est pour attirer l'œil du lecteur sur quelque chose de fondamental. Quelquefois, le mythe dit directement 4 marteaux. On ne parle même pas de 5. Mais on va insister sur le fait qu'il y en avait 4. Vous devez savoir ceci: les 4 marteaux qui représentent en réalité les 4 éléments fondamentaux. Donc, je dis, ces 4 marteaux-là du mythe représentent en réalité les 4 éléments fondamentaux, eux-mêmes perçus comme des couples de jumeaux de sexe opposé, ce qui donne 8 personnes, souvent figurées sous la forme de signes dans le ventre des signes du monde. Il y en a certains qui savent ce que c'est, d'autres je sais que non, mais ce n'est pas grave. Sachez que je parle ici de l'œuf primordial, si vous voulez, dont je viens de parler, Miri. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que dans cet œuf, il y avait 8 ancêtres qui formaient 4 couples, les ancêtres de sexe opposé, qui formaient 4 couples. Okay? Et ce sont ces 4 couples qui forment ce que nous appelons les 4 éléments fondamentaux constitutifs de l'œuf primordial. Donc, nous sommes dans l'œuf, en fait. Voilà. Donc, d'abord, les 4 marteaux qui représentent en réalité les 4 éléments fondamentaux, eux-mêmes perçus comme des couples de jumeaux de sexe opposé, ce qui donne 8 personnes, souvent figurées sous la forme de signes dans le ventre des signes du monde, que les Dogons représentent sous la forme d'un œuf, qu'ils appellent parfois Adunotal. Ensuite, la somme 12 plus 9 plus 8 plus 6, qui est les chiffres annoncés, d'après la valeur et prétendue des différents marteaux. Cette valeur a comme total, l'addition de ces valeurs forme le total 35. 35, c'est 8, c'est-à-dire 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Parce que nous sommes en train de parler de l'Ogdoad, qui est associé à Thoth, c'est-à-dire les 8 ancêtres primordiaux. C'est de ça que nous parlons. Mais puisqu'il faut introduire la théorie de la musique, on utilise donc l'image d'une forge. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en fait, l'œuf primordial est perçu que d'ailleurs en bambara, c'est le même mot, fan. Fan, c'est l'œuf, fan, c'est la forge.
en bambara. Je peux déjà le dire comme ça, au moins c'est clair. Mais bon, je sais que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces mots, donc, mais j'insiste quand même parce que ça va devenir une évidence. Si vous êtes familier un peu du monde soudanais, comment les peuples soudanais organisent leur discours cosmogonique, vous allez comprendre, en fait, c'est qu'on donne à Pythagore ici et d'où ça sort, en fait. Voilà. Donc, ensuite, la somme de 12 plus 9 plus 8 plus 6, qui sont les valeurs en poids des 4 marteaux, et dont le total est 35, soit 8, selon le système de simplification en vigueur au Soudan occidental. Ce qui nous ramène au chiffre 8, le chiffre de la quadrigémelléité, autrement dit, le chiffre de l'essence divine, selon le paradigme soudanais. Parce que 8, c'est le chiffre d'Amma, c'est le chiffre de Dieu. Je l'ai souvent dit à d'autres occasions. Voilà pourquoi le mythe se décline de cette façon et on insiste sur la valeur en poids de chaque marteau. OK? C'est une première évidence. Donc, c'est quand même important pour moi de spécifier cela. Donc, ayant dit ceci maintenant, j'insiste sur... est-ce qu'il faut insister? Ce n'est pas nécessaire. En réalité, je vous présente cet œuf, qui est l'œuf primordial tel que représenté par les Dogons. On peut lui donner plusieurs noms. Ventre des signes du monde, le tableau d'Amma, Adunotal, c'est l'œuf primordial chez les Dogons, d'après un dessin repris par Griol et Germaine Dieterlin, qui représente donc les différents éléments fondamentaux que sont l'eau, la terre, entre guillemets, les terres, enfin, l'eau, l'air, entre guillemets, les terres, parce que ce n'est pas tout à fait l'air, le feu et la terre. Et ce sont ces éléments, en réalité, qui gouvernent le discours sur les fameux marteaux. C'est de cela qu'on parle. Vous devez le savoir. Ce sont les 8 ancêtres primordiaux qui ont donc une numérologie propre et une manière, en fait, d'influer sur les sons, sur les vibrations, sur les notes, etc. Je ne parlerai même pas du nombre ici parce que ça va nous mener loin, mais je me limite simplement à cette première évidence pour attirer votre attention sur ces éléments qui me paraissent essentiels. Naturellement, pour ceux qui souhaiteront poursuivre dans cette optique, car le temps ici va manquer, je vous renverrai donc à l'ouvrage pour vous instruire davantage sur ces questions. Mais au moins, vous avez déjà la perspective. C'est-à-dire que vous savez de quoi nous parlons lorsque nous parlons de cette fameuse forge. Cette forge en question, c'est cet œuf. C'est cet œuf primordial qui aurait donc inspiré comme ça Pythagore. Voilà. Ayant dit ceci, maintenant, j'introduis rapidement le mythe qui pour nous est fondamental, car il faut toujours partir d'un corpus constitué pour bien comprendre. Homère attribue l'invention de la lyre à Hermès, qui n'est autre que Thoth. Je pense que vous le savez, le dieu égyptien de la connaissance. Apollodore, philosophe épicurien, donne la même origine à la lyre. Apollodore nous explique que la lyre a été inventée par Thoth, c'est-à-dire Hermès. Ce dernier raconte que Mercure, c'est le nom que les Romains donnent à Thoth. Ce dernier raconte que Mercure, se promenant sur les berges du Nil, après que le grand fleuve fut rentré dans son lit, à la suite de l'inondation, heurta du pied contre une tortue qui était restée sur la terre, qui s'y était desséchée et dont les fils redevenus sonores résonnèrent dans le choc. Ainsi, Mercure, c'est-à-dire Thoth, étonné du phénomène, prit dans ses mains cet instrument naturel qu'il perfectionna. Les Grecs ont déporté le mythe de l'invention de la lyre vers les montagnes de l'Arcadie, c'est-à-dire au centre du Péloponnèse. Le mythe raconte qu'après avoir volé des bœufs à Apollon, Hermès, encore lui, les amena jusqu'au pied d'une montagne située dans cette région et qu'à cet endroit, ayant trouvé une tortue, il la tua et la mangea. Ensuite, jouant avec la coquille, c'est-à-dire la carapace de l'animal qu'il venait de manger, il remarqua les sons qui sortaient de ce corps concave, ce qui lui donna l'idée d'y attacher de petites bandes de cuir et qu'ainsi naquit un nouveau genre de musique. Ça, c'est ce mythe qui est raconté, soit c'est chez les Égyptiens, d'après notamment Apollodore, soit chez les Grecs même, d'après plusieurs auteurs, pour signifier comment la lyre, autrement dit la musique, parce que souvent on dit carrément à ce moment-là que c'est comme ça que la musique a été inventée, par Thoth, donc, qui est la divinité égyptienne consacrée aux opérations intellectuelles. Et on comprend pourquoi, parce que si vous avez la mémoire de ce que j'ai dit jusqu'ici, concernant donc l'introduction de la musique, comment ça, la chose, vous comprenez pourquoi Thoth gouverne absolument la musique, évidemment. On le comprend mieux de cette façon. Mais, donc, voici le mythe tel que vous pouvez le lire dans des ouvrages spécialisés sur ce genre de choses. Encore faut-il naturellement maintenant comprendre de quoi il s'agit. Et pourquoi la tortue? Pourquoi à chaque fois, les auteurs semblent attirer notre attention sur cet animal qu'on appelle la tortue en français. OK? Voici le nom égyptien de la tortue. Il y a plusieurs variantes graphiques, mais qui disent toutes la même chose. Ce sont des variantes graphiques d'un même mot. J'ai donné ici les références pour ceux que ça intéresse et les ressources, mais la translittération de toute manière est toujours la même. OK? Je vais me servir d'une de ces variantes
pour l'évidence qu'elle a avec le copte. C'est-à-dire, il y a une de ces variantes qui donne des solutions en copte. Parce que nous connaissons les valeurs de chaque signe et le copte a des mots pour chaque signe. Donc, en associant les mots, nous savons comment se lit cette graphie. D'accord? C'est ce que je vais faire ensuite. Ici, je vais vite parce que je ne veux pas être trop technique. Je vous avoue que on pourrait évidemment aller dans la technicité, mais ce n'est pas nécessaire pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, voici le nom de la tortue, constitué de 2 signes, si vous voulez, le signe qui signifie bassin et le signe qui signifie terre. D'accord? Et ensuite, vous avez le déterminatif qui désigne l'animal lui-même. OK? Et nous connaissons, je l'ai dit, les valeurs de ces 2 signes en copte. Comme le copte étant réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens, ce n'est donc pas une difficulté pour nous que d'en tirer évidemment des conclusions, puisque je sais, par exemple, que pour dire le bassin en relation avec ce signe que vous voyez là, cette sorte de rectangle, en fait, qui représente un bassin quant au fond, le copte dit chi pour dire bassin ou puits, si vous voulez, et to ou ta pour dire sol, terre. Et ce sont les valeurs, en fait, objectives de ces 2 signes. Même lorsqu'on les translitère, la première lettre, en fait, rend compte de cette prononciation que je suis en train d'énoncer. OK? Donc, vous aurez donc d'un côté chi, de l'autre to ou ta. La conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'on peut donc lire, puisque si on associe les 2 mots, nous avons un mot complet, quoi qu'il soit composé du point de vue graphique, mais en fait, c'est un mot à lui seul. La structure chita, offerte par ces signes, est celle que vérifie notamment le malinké. Sita, sira, sila, sora ou sura, pour dire tortue naine. D'accord? Donc, ce que je vais dire ici, pour être clair, c'est que le nom égyptien de la tortue, c'est le nom que les malinqués, surtout notamment le malinké de Kita, donnent à la tortue naine. On peut dire sita, sira, sila, sora ou sura pour dire tortue, tortue naine. C'est comme ça que se lit cette graphie. Le copte a une forme altérée. Le copte dit chites. La terminaison en S est probablement une influence du grec, mais le mot, c'est bien cela, sita, d'après les données fournies par le copte même. Donc, c'est le nom de la tortue. Sur cette base, je dis ceci. Le mythe de l'invention de la lyre trouve une solution lorsqu'on remarque que le nom égyptien de la tortue, tel que représenté ici, donc translittéré comme vous le voyez, lu par le malinké sita, sira, sila, sora ou sura, tortue naine, est homophone du malinké sora, sere ou serewa, le nom que porte le griot, le djeli, le griot des chasseurs, aussi appelé donso djeli, c'est-à-dire chasseur griot. C'est important ce que je dis, je ne vais pas insister, j'en ai parlé souvent à quelques occasions. La tortue est sollicitée dans ce contexte pour une raison. Ce n'est pas la seule, mais une raison évidente, c'est que son nom est le nom que l'on donne également au djeli, au donso djeli, c'est-à-dire le griot des chasseurs. C'est pour ce motif déjà qu'on trouve naturellement une évidence entre l'omniprésence de la tortue dans le mythe et le nom qu'elle peut porter au sein des langues mandingues. Et bien évidemment, ce nom étant, vous le voyez, un homophone pour désigner même le musicien, c'est-à-dire le donso djeli, OK? Le chasseur des griots. Dans la tradition malinké bambara, le sora, c'est le nom de la tortue, j'insiste, est à la fois musicien, devin et guérisseur. Son nom, lui, viendrait de la tortue, ça c'est ce que disent même les Nara, c'est-à-dire les traditionnistes. Son nom lui viendrait de la tortue, dont on aurait autrefois utilisé la carapace en guise de caisse de résonance de la harpe lutte des chasseurs, remplacée plus tard par la calebasse. Okay? Ce récit, qui explique l'origine du nom que porte le griot des chasseurs, trouve une expression en Égypte antique où l'on voit parfois figurer une tortue sur la calebasse qui sert de caisse de résonance de la harpe lutte. Et c'est ce que vous verrez à l'image suivante. Si vous observez bien cette musicienne, c'est une image que j'aime beaucoup. Parce que je pense que la plupart des gens, souvent, peut-être l'ont déjà vu, mais ne font pas attention aux détails. Si vous observez la caisse de résonance de l'objet, vous verrez se dessiner, vous verrez apparaître la carapace d'une tortue. Est-ce que chacun le voit? Parce que c'est quand même important, parce que c'est une manière de rattraper l'histoire et de dire la vérité sur les faits. Est-ce que chacun voit représenter la carapace de la tortue sur la caisse de résonance de l'objet? Ou il y en a parmi vous qui ne le voient pas? Merci éventuellement de lever la main s'il y a quelques difficultés, je vais y apporter des éclairages. Merci. Donc, s'il n'y a pas de main levée, c'est parce que je suppose que tout le monde voit. Ceci est fondamental, c'est très important, parce que vous devez savoir que tout ce que je viens de dire là, la preuve que ce que je dis est vrai, c'est cette image ici. À la suite de cela, on n'a même plus besoin de faire de grands discours.
Parce que si vous trouvez représenté sur la caisse de résonance de la harpe d'une musicienne égyptienne, enregistrée évidemment dans un bas-relief, ici c'était à des funérailles, d'accord? La chose représentée de cette façon, ça veut dire que tout ce que les Grecs disaient sur la tortue, parce que la tortue même porte le nom de la lyre en grec, ils disent kelus, qui est une forme usuelle pour nommer la tortue dans les langues africaines. Il suffit de changer le L, d'ailleurs, le L en R, et même souvent en L tout court, parce qu'on dit cool, la tortue, Nkulu, la tortue, Kora, etc. C'est le nom même de la harpe. Hein, j'insiste, parce que souvent, on ne le voit pas tout de suite. Quand on parle des choses de cette nature, souvent on ne sait pas. La tortue, c'est dit Kura, par exemple, en Bambara. En Djalonké, c'est Kura. C'est le nom de la harpe même. Donc, quand on dit, à chaque fois, on insiste sur le fait que c'est la tortue trouvée par Thoth qui va servir à la fabrication de la première harpe. Ceci n'a de sens qu'à travers une pensée symbolique naturellement initiée par les peuples soudanais, qui, dans leur langue, ont ces correspondances immédiates, sans faire d'efforts. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie. Observez les mots. Ils vous donneront la vérité quant à l'origine des faits. Donc, quand les Grecs racontent cette histoire relative à la découverte par Hermès au bord d'une caverne, d'ailleurs, ils utilisent le mot caverne. Je n'en ai même pas parlé, mais je dois vous dire, la caverne représente le sexe de la femme. Pourquoi? Parce que le bout qui vous manque ici, parce que je ne vais pas l'aborder, c'est que vous devez savoir que cette caisse de résonance de l'objet représente l'arche. D'accord? Que, par exemple, les Dogons appellent Koro. Aduno Koro, l'arche du monde, l'arche du Nomo. C'est de cela qu'on parle. Voilà les perspectives, en fait, parce que c'est beaucoup plus étendu. Ici, je ne fais que survoler ce que vous allez trouver dans l'ouvrage, mais vous devez savoir que, bon, je ne peux pas être trop long. Je pense que ce n'est pas nécessaire, fondamentalement, si vous comprenez essentiellement ce que je dis. Donc, si vous trouvez représenté en Égypte une musicienne en train de jouer, et d'ailleurs, c'est une image magnifique parce qu'ici, vous avez quoi? Ce qui soutient, l'objet qui soutient la caisse, c'est un nœud. Le nœud d'Isis, ce qu'on appelle le tiet. Enfin, les égyptologues l'appellent de cette façon. On n'aura pas le temps vraiment de développer là-dessus. Qui est placé, qui est fixé à une sorte de hampe, je ne sais pas comment le dire, qui représente la plume de Maat. C'est un objet en bois, mais qui représente la plume. Et au-dessus de l'objet, vous avez encore représenté la Maat. C'est l'intelligence qui est manifestée de cette façon, l'ordre, l'harmonie qui va avec l'intelligence, c'est-à-dire la vibration. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Donc, il faut savoir aussi interpréter évidemment ces images pour comprendre ce qu'elles veulent dire, parce que ce n'est pas simplement un objet joli. Non, derrière ceci, il y a de la philosophie, il y a une connaissance. Ils sont en train d'expliquer quelque chose à travers la manière, évidemment, de représenter de tels objets, donc la harpe notamment. Et je dis, la tortue, c'est Kura. OK? Et c'est le nom de la harpe sacrée. Évidemment, la Kora, je pense qu'ici, chacun connaît ce mot, donc ce n'est pas la peine d'insister. Donc, la relation est aussi évidente de ce point de vue-là, mais je ne veux pas trop insister par ces aspects parce que vous aurez l'occasion d'y revenir de toute façon. Voilà. Donc, tout ce que je viens de dire est tenu par cette simple image, parce qu'elle ne s'explique que dans l'univers soudanais. C'est-à-dire, ce que vous avez sous les yeux, n'a de sens que au sein des langues subsahariennes. Parce que, par exemple, chez les Fang, pour dire le tam-tam, c'est Nkul. C'est le nom de la tortue. Nkul, c'est le tam-tam sacré des Fang. D'accord? Et c'est le nom de la tortue. Parce que vous devez savoir que chez les Soudanais, notamment chez les Bambara Malinké, même chez les Dogons, ils appellent la harpe par le nom du tambour, Dunun. Quand le Sora, le Donso Djeli, quand il chante pour appeler son instrument, il ne dit pas harpe, il dit Dunun, c'est-à-dire tambour. Ils appellent la harpe par le nom du tambour, c'est-à-dire la vibration. Et le mot Kora, que je suis en train de prononcer aussi, c'est le nom que Platon donne au Nun, aux eaux primitives, qui est le domaine par excellence de la vibration, qui est évidemment dans la description de Miri, c'est-à-dire l'œuf primordial, le placenta universel, l'œuf primordial dans lequel gestaient les 4 éléments fondamentaux. Voilà pourquoi c'est la base. Il faut partir de là pour bien comprendre la construction cosmogonique ou cosmologique qui vient ensuite. C'est-à-dire, la perspective, c'est l'œuf primordial qui est équivalent au Nun. Mais Platon, dans le Timée, l'appelle Kora. Pourquoi? Parce que c'est le nom de la harpe, c'est évident. Ce sur quoi moi je souhaite simplement porter votre attention, c'est que quand on parle de vibration, on parle des eaux primitives. Dans ces eaux primitives, il y a quoi?
ce que Platon appelle les 4 genres. Lui, il appelle ça comme ça. Dans le Timée, il dit les 4 genres. Les 4 genres, c'est quoi? C'est les 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire les 8 ancêtres primordiaux. OK? Les 8 ancêtres primordiaux. Et à partir de 8, évidemment, le compte de décompte est impressionnant quant aux solutions qu'on peut aboutir. Ça, je peux vous le dire. Donc, mais si vous avez cette base, au moins, je suis en train de parler ici des origines de la musique, mais de la théorie, parce que évidemment, vous pouvez taper dans une casserole, ça va évidemment résonner. Mais encore faut-il théoriser là-dessus. Et ce que je dis, si vous avez suivi le mythe, parce que pour l'instant, on parle d'une forge associée à l'œuf primordial. En Bambara, c'est le même mot. L'œuf et la forge s'appellent de la même façon. Sachez donc que la musique est sortie de la forge. C'est en entendant frapper dans le fer que nos ancêtres ont dit, ben, ça joue, il y a des sons comme ça, des choses intéressantes. Et la musique est sortie de la forge. Parce que le forgeron, c'est le premier chasseur. Le forgeron, c'est le premier musicien, le premier griot. D'accord? Vous devez le savoir. Sauf qu'aujourd'hui, dans les sociétés traditionnelles soudanaises, le chasseur est devenu un noble. Le griot est resté un Nyamakala, c'est-à-dire un Nienyo, si vous voulez, une personne de caste. OK? Mais le chasseur est devenu un noble parce qu'aujourd'hui, la chasse est perçue comme une activité consacrée aux nobles. C'est pour ça que vous voyez les pharaons en train de chasser, représentés en train de chasser, etc. Parce que ce sont les nobles qui font la chasse. OK? Donc, il s'est émancipé de ses statuts initiales, mais chasseurs et griots ont la même origine. C'était tous des forgerons à la base parce qu'à l'origine, les souverainetés, les royautés kémites, c'était des royautés de métallurgistes. Ce sont les forgerons qui ont amené la civilisation en Afrique, évidemment. Et ils avaient la première puissance puisqu'ils détenaient le secret du feu. Détenir le secret du feu suppose de fabriquer tout ce qu'il faut, évidemment, pour vaincre ses adversaires. Autrement dit, les objets qui servent à la guerre. Voilà. Mais depuis, il y a eu des évolutions. Donc, les sociétés ont évolué. Mais ça part de la forge. La musique est sortie de la forge. OK? Vous devez le savoir. C'est en frappant. Et je ne le dis pas ici, mais vous devez savoir que la masse du forgeron en Malinké, tout comme en Bambara, dépendamment des variantes et des lieux où on se trouve, se dit Toti. C'est le nom du Tot même. La masse qui frappe. Sachant que l'enclume est perçue comme un objet féminin, la masse, un objet masculin. Il y a toujours cette dialectique qui naît de la compréhension que nous avons précisément des 4 éléments fondamentaux. D'accord? La masse se dit Toti. Toti. Ailleurs, c'est le pilon. Je crois en Évé, le pilon, c'est Toti. C'est le nom de Tot lui-même. Donc, voilà pourquoi vous allez retrouver donc le pilon dans les Medunetiens. C'est-à-dire que si vous faites le travail sérieusement, le travail d'analyse de ce point de vue-là, vous allez comprendre que nous sommes dans la même culture. Certains vont dire pilon, d'autres vont dire masse, la masse du forgeron, mais c'est Toti. Toti, c'est lui-même. La parole, c'est lui. D'accord? Voilà pourquoi la parole est représentée par un pilon. OK, entre autres. Voilà. Donc, si ce que je dis ici est clair, c'est une image vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne. Elle témoigne de la perspective, comment dire, des perspectives que nous ouvre précisément cette théorie que nous voulons restaurer sur la musique. La musique. OK? C'est important parce que la musique, c'est très important. Bon. Donc, je reviens maintenant sur des éléments. On va un peu entrer dans des choses un peu, disons, ésotériques rapidement, sans insister. La chose que vous devez savoir, c'est que le nom de la tortue, c'est le nom du cuivre. La conséquence de cela est radicale aussi. Parce qu'en malinké, on dit sita ou sira pour dire la tortue naine. En bambara malinké, dépendamment du malinké qu'on parle, dépendamment des régions aussi, hein, d'accord, on va dire sira pour dire le cuivre. Pourquoi? Évidemment, parce que le cuivre, c'est le métal qui coule dans l'océan primitif. C'est le métal qui est consacré à la quadrigémelléité, c'est-à-dire aux 8 ancêtres. Ils sont tous de cuivre. Voilà pourquoi le djeli va devenir un rouge, c'est-à-dire un nyamakala. OK? Parce que le cuivre est associé évidemment à l'albinisme et un ensemble de faits. Voilà pourquoi quand on dit founé, par exemple, pour désigner les albinos, c'est aussi un mot pour signifier le jumeau, le semblable, notamment en soninké. OK? Parce que le principe de gémellité est acquis de ce point de vue-là. Mais le djeli, le forgeron sont des rouges parce qu'ils ont un lien intime avec le cuivre. Le cuivre, c'est la chair même de Pharaon ou la chair du nomos, si vous voulez. Parce qu'il est fait Enfin, je ne vais pas... Ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. En tout cas, sachez qu'il est fondamentalement associé au cuivre. Voilà. OK? Ça, je dois vous le dire parce que vous devez savoir maintenant pourquoi le djeli occupe telle position dans la société. D'où ça vient? OK? Ça vient du fait même qu'il est en situation avec des éléments qui rendent évident l'association qu'il peut avoir avec le cuivre. D'accord? Voilà pourquoi il a une
position singulière dans la société. Mais c'est le cuivre, c'est la base. Je ne vais pas insister sur ces aspects. Voilà pourquoi, par exemple, chez les Fans, quand ils parlent de cet œuf, ils l'appellent akingos, c'est-à-dire l'œuf de cuivre. Ils disent que cet œuf avait 4 faces. Ces 4 faces, ce sont les 4 éléments fondamentaux, les 8 ancêtres. C'est toujours le même schéma, sauf qu'avec les Fans, nous sommes au Gabon, par exemple. Vous voyez que c'est toujours la même manière d'amener les choses. Et akingos intervient précisément à l'origine de ce qu'on appelle le Mvet. Le Mvet, je pourrais vous en parler longuement, parce que c'est le corpus épique, philosophique des peuples Fang. D'accord? Le Mvet a toute la science, toute la connaissance des Fang. Et ce qu'on appelle le Mvet, évidemment, c'est une harpe. Le Mvet désigne ce corpus philosophique, épique, si vous voulez, mais désigne aussi l'objet qui permet de chanter ce corpus, qu'on appelle le Mvet, qui est une guitare, si vous voulez, ou une harpe, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour compléter un peu ce que je ne fais que survoler. Et naturellement, vous devez donc savoir que lorsqu'on parle de la carapace, là, c'est l'œuf même, dans sa représentation. C'est pour ça que je mets cette évidence pour que vous ayez vraiment ceci en perspective. Quand on dit que Thoth a trouvé une tortue, on parle de l'œuf primordial, on parle des miri. Parce que dans la perspective même, l'objet concave, là, c'est la carapace qui est à l'imitation de l'œuf. Ce n'est que de cela qu'on parle en réalité. D'accord? Vous devez le savoir, je le dis, parce que ça doit être clair quant aux correspondances. Ça doit être clair quant aux... Donc, quand on parle de l'œuf primordial, la métaphore qu'on peut utiliser dans ce contexte, c'est la carapace de la tortue. Voilà pourquoi on vous dit que la musique est née par le perfectionnement d'une carapace de tortue. C'est une manière de simplifier le discours général sur la théorie de la musique, parce qu'on parle des 4 éléments fondamentaux. Quant au fond, c'est de cela que nous parlons, en fait. D'accord? Bon, ça me paraît relativement aisé. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué. Je n'irai pas dans tout le détail. Je vous renvoie réellement au livre, vraiment, pour en savoir plus. Je vais simplement insister sur 2-3 choses, notamment la perspective du crâne, parce que le crâne joue un rôle très important dans le discours génésique de la musique au sein des peuples soudanais. Ici, vous avez un schéma qui est une reproduction proposée par Marcel Griol, schéma des correspondances entre le nomo et les éléments de la civilisation. Donc, vous avez la harpe, vous avez la caisse du forgeron, vous avez la houe, vous avez le métier à tisser, vous avez l'arche. D'accord? Il y a des correspondances effectives. Hein. Vous voyez, par exemple, la caisse va correspondre au crâne. C'est le point sur lequel moi, je vais insister aujourd'hui, parce qu'on pourrait développer, ce serait long. Mais sachez que tout ceci est pertinent. Hein. Il y a des raisons. Quand on fait correspondre telle partie, par exemple, du métier à tisser à telle partie, il y a une correspondance objective. Ce n'est pas juste des choses dites sans raison. Okay? Les Dogons disent que la harpe est l'image du nomo, sacrifié. Hein? L'ensemble est son corps androgyne et la caisse, c'est son crâne. Voilà pourquoi ils font la correspondance, si vous voyez à l'image, entre la caisse de l'objet et le crâne. Naturellement, les clavicules y interviennent aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. En termes de rendu explicatif, c'est très dense. Vous devez quand même le savoir. D'accord? Donc, je vais simplement insister sur le crâne. Pourquoi le crâne? Parce que le premier griot, auquel on donne évidemment plusieurs noms, les Bambara Malinké l'appellent Surakuta ou Surakata. On dit parfois Surakata Kouyaté, et on dit que c'est l'ancêtre de Bala Faseke Kouyaté, qui était le griot attitré de Sundiata. Et je vous laisse découvrir les choses plus tard. Vous comprendrez qui est ce Kouyaté en réalité. C'est quand même intéressant de le savoir. Eh bien, on dit que le premier griot est descendu du ciel, tenant dans ses mains le crâne du héros culturel sacrifié. Ça peut être Faro ou Nomo, dépendamment du récit. Quand c'est les Bambara Malinké, ils disent Faro. Quand c'est les Dogons, ils disent Nomo. Donc, le premier griot, est descendu du ciel, tenant dans ses mains le crâne du Nomo sacrifié. Et de ce crâne, il va en faire le premier tambour. Hein, le premier tambour pour donc faire tomber la pluie. Hein, c'est ce que racontent les mythes, en fait. Pour faire tomber la pluie, il va jouer donc le premier tambour, qui est en fait le crâne du héros culturel. Voilà pourquoi vous avez cette correspondance ici. Bon. Pourquoi on le dit de cette façon? Quand on observe les faits, c'est simplement parce que le crâne a la forme de la carapace. Ce n'est pas simple. Quand je dis simplement, c'est parce que je vais aller vite. Non, il y a des conséquences évidemment importantes de ce point de vue. Mais moi, ce que je veux clarifier ici, c'est simplement au niveau du vocabulaire. Pourquoi il y a cette correspondance? Qu'est-ce que le mythe, en fait, veut insinuer comme conclusion? Mais vous avez déjà cette correspondance entre le crâne, le dessus du crâne, si vous voulez, le sommet du crâne et la carapace.
et évidemment l'œuvre primordiale, parce qu'il y a une correspondance immédiate. Voilà pourquoi les traditionnistes insistent, lorsqu'ils racontent l'histoire du premier griot, l'ancêtre de Djeli, eh bien, disent qu'il est descendu du ciel avec, etc. Donc, on peut remplacer cette image par la tortue, cela suffit. C'est la même chose que nous sommes en train de dire, mais d'une autre façon. Bon. Ici, je vais parler rapidement dans des hiéroglyphes pour vous expliquer ceci. Pourquoi le crâne, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En égyptien pharaonique, vous avez donc ces mots. D'une part, le nom de la harpe, le nom générique de la harpe, et de l'autre, le nom du crâne. Si vous observez les graphies, déjà, vous pouvez constater qu'il s'agit en fait d'homographes. Hormis le déterminatif et quelques nuances, c'est le même mot. Parce que les signes sollicités de part et d'autre sont les mêmes. Ça veut dire que le mot se prononce à peu près, quasiment, disons, de la même manière. Et la translittération peut également en rendre compte. Donc, vous avez d'un côté la harpe, de l'autre le crâne. D'accord? Et je dis que ceci déjà, cette première proximité que vous observez ici, témoigne du fait que le discours générique des peuples soudanais sur l'origine de la musique, en parlant notamment du crâne comme étant le premier objet qui va donner naissance au tambour, provient de l'Égypte pharaonique. Parce que vous devez savoir que les hiéroglyphes rendent compte de cela, rendent compte de ce discours général sur les thèmes aussi importants que la musique notamment. Parce que, évidemment, ce sont des choses qui ne datent pas, c'est pas tout à fait récent. Okay? Parce qu'on ne change pas le mythe. On ne peut pas changer l'histoire des Djeli dans une société parce qu'ils ont une place tellement importante que, évidemment, de génération en génération, et eux, les premiers, ils vont toujours se transmettre la même histoire, car c'est aussi même leur fonction dans la société. Donc, ça ne change pas. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est toujours dit dès l'instant où on a statué sur le statut précisément des Djeli dans la société, on a toujours dit la même chose depuis la nuit des temps. Ça ne change pas. Voilà pourquoi les hiéroglyphes, ça va rendre compte. Donc, déjà ici, vous avez donc cette correspondance, j'allais dire graphique. Hein, ce sont des homographes. Cela signifie que quand je dis soi-disant harpe et crâne, c'est le même mot. C'est ce que ça veut dire, en fait, quant au fond. Et on l'observe maintenant au niveau du rendu. En bambara, je l'ai dit, on dit dunun, qui désigne en réalité tout instrument de percussion. Mais c'est le nom que le donso Djeli, c'est-à-dire le sora, donne à sa harpe. Voilà pourquoi les égyptologues pensent que c'est la harpe, parce qu'on voit ici en déterminatif une harpe. Mais sachez que c'est tout instrument qui vibre. Ce déterminatif, c'est un déterminatif générique pour désigner tout ce qui vibre. Et la harpe est évidemment la préférence, puisque évidemment, c'est un objet qui est non seulement plus aisé à représenter, mais certainement aussi qui incarne de manière remarquable le principe de la vibration. En songa, il va dire donu pour dire chanter, doni pour dire chant. Enfant, on dit dun pour dire retentir, résonner. On dira par exemple nkulwadun, c'est-à-dire le tam-tam résonne. D'accord? Donc, c'est la vibration. En bakoko, odun, c'est la harpe. Le o, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est dun pour dire la harpe. Mandinka, dun dun. Donc, on duplique le phonème pour dire tambour. Voilà pourquoi le signe qui représente l'outil à feu, je le dirais comme ça pour les références, est dupliqué. Parce qu'en réalité, si vous observez la translittération, il y a deux fois le D. C'est un D avec un signe diacritique. Ce n'est pas tout à fait un D, mais dans le rendu, on voit bien qu'en Mandinka, par exemple, et pas seulement en Djanonke, c'est le même mot, on dira dundun pour dire le tambour. D'accord? C'est ce mot qui est représenté ici. Quoique le déterminatif représente une harpe, sachez que ici nous parlons essentiellement de tout objet qui vibre. Et de l'autre côté, vous avez donc le nom du crâne. En Torosso, chez les Dogons, c'est aussi les Dogons sont d'origine malinké, vous devez le savoir. On dit Dana, c'est la fontanelle, le sommet du crâne. Cela signifie évidemment que la fontanelle joue un rôle fondamental dans l'expression de la vibration, vous devez le savoir, sauf qu'on n'ira pas à ces conclusions, mais ce n'est pas un hasard, c'est tout ce que je vais vous dire. En Donos, on dit Dana, le crâne, Najamba Dana, sommet, fontanelle, tête, Tomboso Dana, tête, Yandandom Dana, tête. Et c'est ce mot qui est écrit ici en hiéroglyphe. C'est exactement le même mot. Et vous voyez se répéter un objet qu'on appelle le vase nou, qui est l'élément fondamental pour décrire les vibrations. Le noun, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire que la fontanelle a un rôle fondamental dans le registre de la vibration. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que la fontanelle. Je vous invite à consulter une fiche de biologie. Ça va vous fournir certainement des informations peut-être intéressantes concernant donc ce qu'on appelle la fontanelle. OK? Donc, cette correspondance explique pourquoi les ancêtres font donc cette relation entre le tambour et le crâne du Nomo ou de Pharaon, qui est Osiris en fait. Pas parce que je ne dis pas Osiris que vous devez sentir qu'il n'est pas présent. C'est de lui que je suis en train de parler, sauf que j'utilise les catégories sapiensales des peuples soudanais à ce moment-là. Voilà.
Naturellement, ici, je rajoute quelques informations maintenant pour expliquer d'où vient donc ce fameux mythe concernant Pythagore. Parce qu'il se trouve que le nom de la fontanelle, le nom de la fontanelle et même de l'objet de l'instrument de percussion, c'est aussi le nom de l'enclume, donc de l'objet que l'on frappe. Donc l'enclume, évidemment, c'est le premier tambour. OK? Chez les Dogons, par exemple, ici, je donne un exemple, Mambo Dogon, qui est un dialecte Dogon, on va dire Dana pour dire l'enclume. Voilà pourquoi il y a tout ce discours général sur Pythagore. Vous devez le savoir. C'est-à-dire, quand on dit qu'il passait comme ça, à côté d'une forge, il a entendu. Non, 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 non. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un discours égyptien qui a été adapté par les Grecs, sauf que, naturellement, ayant l'initiative historique, ils ont gommé le bénéfice des Égyptiens, des anciens Égyptiens, pour se garder tout le mérite. Et voilà comment, aujourd'hui, en musicologie, on vous expliquera que c'est Pythagore qui aurait inventé une théorie sur la musique et rapproché la musique du nombre. Non, il faut je pense que je ne veux pas insister, parce que je ne veux pas donner l'impression que je m'acharne sur le pauvre Pythagore, parce qu'il n'y est pour rien, c'est ceux qui viennent ensuite qui racontent des histoires. Mais la vérité, c'est qu'il faut quand même savoir restaurer les choses. Il faut savoir se dire la vérité. Donc, le nom même de l'enclume, c'est le nom de la fontanelle qui est elle-même associée au tambour. D'accord? Chez les peuples soudanais, c'est immédiat. On n'a pas besoin de faire de la philosophie, d'expliquer des choses qui n'ont pas de sens. Il suffit de connaître les mots et vous avez les solutions rendues par les mythes. Ça montre, évidemment, le socle à partir duquel se déploie le mythe en question. En Teroso, on dit dénier pour dire l'enclume. En Songhai, déné, c'est la forge. C'est l'atelier du forgeron. On dit denkao pour dire le forgeron. En Songhai, denkao, c'est le forgeron. Donc, c'est clair, ça vient de den, qui signifie forger. Et on dit déné pour dire la forge, l'atelier du forgeron. Et en malinké, c'est encore la même chose. On va dire danyan pour dire le cuivre. Parce que c'est un espace éminemment consacré aux gens de caste, évidemment, c'est-à-dire aux personnes réputées rousses. Voilà pourquoi même souvent, on raconte que, ça c'est Plutarque qui le dit dans son traité d'Isis et Osiris, qu'après la victoire d'Horus et d'Isis, Thoth a fabriqué la première lyre à partir des nerfs de Typhon. Lui, il dit Typhon, mais en fait, c'est Seth. Pourquoi? Parce que Typhon, c'est le roux. Et bon, je pense que vous le savez, je ne vais pas insister. Parce qu'il y a toujours cette relation, évidemment, dont hérite le djeli. On ne peut pas détacher le djeli de la figure de Go, on ne peut pas. D'accord? Parce que le cuivre, c'est évidemment cela. Voilà. Donc, si ceci est clair, je vais donc conclure ici en rappelant que j'ai simplement souhaité, à travers cette brève communication, attirer votre attention sur des éléments qui peuvent a priori paraître comme ça éparses, sans lien apparent, mais quand au fond, ils sont fondamentalement liés. On ne peut pas parler de la tortue sans évoquer l'œuvre primordiale, parce que par le nom même qu'elle porte, elle renvoie immédiatement à cette réalité. Et j'ai insisté sur cette image égyptienne parce qu'elle permet de restituer une vérité qui mérite d'être dite. D'accord? Parce que si vous voyez la tortue représentée sur cette harpe, ça veut dire que tout le discours général des peuples soudanais sur la musique provient de l'Égypte pharaonique. Donc, autrement dit, cela suppose une proximité évidente, culturelle, que ces peuples entretiennent avec l'Égypte pharaonique. Et cela, par voie de conséquence, nous donne toute légitimité pour restaurer, évidemment, ce qui a été, disons, un peu mis à mal. Voilà. Sauf que, naturellement, quand on est soucieux de certaines questions et qu'on fait preuve d'un peu de résilience dans les perspectives de recherche, on finit toujours par découvrir finalement ce que on tentait de masquer, peut-être ceux qui ont eu la puissance du moment. Mais la vérité finit toujours par triompher de toute façon. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, en évoquant évidemment le cuivre. Je sais que j'en ai très peu dit parce que le temps évidemment manque, mais je voulais attirer votre attention sur ces éléments. Et naturellement, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette communication, cette conversation, le livre est apparu cette semaine, donc il est disponible sur Amazon pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Tout ce que je n'ai fait que survoler ici est quand même présent dans l'ouvrage, avec naturellement des détails que je ne peux pas, moi, diffuser, parce qu'il y a encore, quand j'écris, je suis mieux concentré, c'est plus facile pour moi. Donc, mais j'ai quand même tenté, à travers cet exercice, eh bien, d'annoncer ce que vous allez trouver dans cet ouvrage pour ceux qui s'intéressent à la question de la musique en général et la place, les mythes qui entourent la figure du djeli, qui est fondamentale pour nous dans les sociétés soudanaises en général et les sociétés kémites, évidemment, par voie de conséquences. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour quelques questions dans le cas où vous aurez évidemment des questions. Merci.